Hello Joris. Bonjour Thomas, bonjour Stéphane. Salut Stéphane. Salut Thomas, salut Joris. On se retrouve pour une nouvelle interview dans les Explorateurs. Et aujourd'hui, on reçoit Joris Bergin, qui est coach en neuroperformance. Et il aide les entrepreneurs à briser leur plafond de verre pour des résultats explosifs. Donc, sacré programme. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Yes, je te remercie beaucoup Thomas pour la question et puis évidemment Stéphane pour l'invitation. Ouais, je vais vous en parler un petit peu. Donc en effet, moi c'est vrai que j'aime bien les neurosciences, j'aime bien m'intéresser à tout ça. En fait, le cerveau quoi en gros, parce que assez rapidement dans ma vie, enfin assez rapidement, pas forcément assez rapidement, mais en tout cas à un certain moment, je me suis quand même intéressé aux neurosciences, au cerveau, à tout ça, dans le sens où j'ai capté, j'ai compris que c'était vraiment là où il y allait avoir le plus de ROI, le plus de retour sur investissement, et puis surtout que c'est vraiment comme ça que ça marche et que ça fonctionne. Il va y avoir beaucoup, on va en parler, hein, de toute façon on a le temps, dans ce podcast de coach, il y a 10 000 coachs, on a énormément, et heureusement d'ailleurs j'ai envie de dire, et chacun a sa méthode. Quand on parle de neurosciences, ou en tout cas quand on s'inspire des neurosciences, on s'inspire sur une méthode qui marche parce que c'est notre fonctionnement, en fait, en gros. Donc c'est pour ça que c'est ce que j'aime bien, c'est que on va pas jouer sur quelque chose à l'instinct, on va jouer sur ce qui marche. C'est comme je vais donner un exemple, si on va chez un médecin, si on va chez un spécialiste, et qui dit, bon bah là, je vais donner un exemple en plus pour moi, la cloison nasale est déviée, bon bah du coup on va voir l'ORL, on va te faire ce qu'on appelle une petite intervention pour en gros te gratter un peu les cartilages et te remettre ta cloison nasale droite. Et donc, on va pas dire, OK, alors on va faire une nouvelle technique de respiration. C'est pas possible parce qu'en fait, mécaniquement, ça peut pas le faire. J'ai déjà testé, hein, j'ai déjà regardé plein de trucs. C'est qu'une intervention. Et il n'y a qu'un ORL, un spécialiste qui peut faire ça. Et donc, pour pouvoir faire ça, il faut se baser sur quelque chose. Donc, l'ORL, lui, il se base sur quoi? Sur ses connaissances qu'il a de l'ORL, justement. Donc, du nez, il va savoir comment rentrer. Moi, je sais pas faire ça. C'est pour ça que c'est lui le pro. Moi, ça va être exactement pareil. Donc avec les personnes évidemment qui vont venir chez moi pour une problématique, moi quand je vais les aider, je vais me baser justement sur les neurosciences. Donc, ok, on va regarder évidemment, j'ai envie de dire beaucoup de choses, hein, parce que quelque chose comme le sommeil, si le sommeil entre guillemets est mal, parce qu'on dort mal, parce qu'on se réveille, parce qu'il y a de l'apnée du sommeil, on commence déjà la journée d'un mauvais pied, quoi. Et donc toutes ces petites choses là, c'est pas comment dire anodin. Au contraire, plus on va être professionnel, plus on va être pro là-dedans, et plus ensuite on va pouvoir avoir de sacrés résultats. Puis après, évidemment, on va dupliquer ça dans l'activité. Mais c'est juste un petit peu voilà, pour donner le petit contexte d'introduction. Je te remercie Joris pour ce contexte. On voit bien effectivement on sent que ça te passionne. C'est vrai que quand on parle, on voit cette énergie débordante. Donc c'est chouette à voir. Euh, je vais commencer avec la question qu'on pose à tous nos invités. Si on devait faire un film de ta vie, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir de toi? C'est une très bonne question, c'est magnifique. Je te remercie. Euh, alors, si jamais tu comptes tourner un film, sache que je suis chaud pour être acteur, hein, pas de souci. Là, il n'y a pas de souci, tu m'appelles, je suis chaud, direct, je réponds. Sur un film de ma vie, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est une très très belle question. Je pense que je suis né donc à Strasbourg. Je dirais mon enfance, voilà, sans rien de particulier. Je pense qu'un des événements, c'est vrai, qui a joué un petit peu aussi, ça a été les opérations que j'ai eues au niveau des yeux, parce que j'ai un handicap visuel. J'ai ce qu'on appelle en France une reconnaissance travailleur handicapé. Donc c'est aussi suite à ça que je me suis un petit peu intéressé à tout ce qui était coaching, accompagnement, cerveau, etc. Parce que du coup, on m'a opéré quand j'avais 17 ans, donc ce qui est plutôt jeune. Mais quoi qu'il arrive, dès petit, j'avais toujours eu une forte myopie. Donc l'œil qui est un petit peu trop allongé, qui va tirer. Voilà, donc une forte myopie, donc ce qu'on appelle une myopie évolutive. Aujourd'hui, je suis dans les -10 à peu près aux yeux, pour donner un exemple. Et donc c'est vrai que c'est un point central, je pense, parce que, en fait, si vous voulez, moi j'étais plutôt hyperactif, je pense. Moi, pour moi, non. Mais des fois, quand tu vois des potes ou des gens qui t'ont connu à l'époque, même des anciens profs ou des anciens animateurs, animatrices, c'est vrai qu'on m'a déjà dit, putain, Joris, tu t'es calmé aujourd'hui, mais à l'époque, t'étais une terreur, quoi. J'étais vraiment visiblement hein, hyper actif.
Donc, je bougeais partout, je courais tout le temps, je jouais au foot, donc j'aimais le foot comme jamais. Et c'est vrai que bah, forcément, à cause un petit peu de ces opérations, bah, du coup, ça a dû freiner puisque c'était une opération, si tu veux, pour empêcher un trou maculaire. Donc, en gros, un trou maculaire, dès que tu as un trou maculaire, c'est un peu la cécité, hein, pour la faire simple. Et donc, à 17 ans, du coup, j'ai dû être opéré de ça. Ça n'a pas marché au début. Donc, j'ai dû avoir à peu près 5 à 6 opérations. Parce qu'en plus, les yeux, on connaît un peu. Hein. C'est magnifique, c'est fascinant parce que quand ça t'arrive à l'un, ça t'arrive à l'autre. Ça fonctionne par binôme en général. Donc, du coup, j'ai dû aller à Marseille, à la clinique Monticelli, etc. Ça s'est super bien passé, entre guillemets. Donc, il a réussi avec un grand professeur de médecine, d'ophtalmologie, docteur Devin, que je remercie parce que voilà, il m'a sauvé les yeux aussi, je pense. Et donc aujourd'hui, j'ai un trou maculaire ici, à cet œil-là, et ce qui fait que voilà, l'acuité a beaucoup été réduite et que du coup, bah voilà, j'ai ce handicap visuel. Mais je suis content parce qu'en fait, cet œil-là, avec la correction, par exemple, là, j'ai les lentilles. Hein. Sans lentilles, évidemment, je ne pourrais pas voir tout ça. Donc très peu en fait. Donc là, je suis content et ce qui me permet voilà de même avoir le permis. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Je suis ras des pâquerettes, comme on dit. J'ai le rendez-vous médical tous les 3 4 ans là pour le revalider. Mais voilà, au moins il y a ça et ça me permet quand même de faire des choses. Donc il y a des choses évidemment que je peux pas faire. Un pilote de chasse, ça va être compliqué. Tout ce qui est chirurgie, ça va être aussi compliqué. Mais globalement, ça va. On va dire que je m'en sors, je suis pas le pire à plaindre. Et j'ai une association aussi d'ailleurs, hein, l'AMAM, l'association contre la maculopathie myopique, association myopie, auquel je suis adhérent et je suis membre au bureau en tant que chargé de com. Donc je pense que ça, ouais, c'est un événement intéressant et important. Pourquoi? Parce que moi, j'ai arrêté les cours en première, système électronique et numérique. Et donc, ce qui veut dire que quand il y a eu ces soucis-là de yeux, j'ai dû arrêter les cours, même si, en fait, à l'époque, je ne bossais pas non plus énormément parce que c'était pas non plus ma passion. J'étais très focus sur le sport, très focus, j'allais dire, sur autre chose, mais pas forcément, pas forcément sur les études ou quoi. C'est pour ça qu'en fait, après tout ça, dans les petites périodes de convalescence et tout, donc j'ai fait des petits boulots, comme on dit, que ce soit de la garde d'enfants, que ce soit de la logistique, que ce soit travailler en entrepôt, travailler en usine, etc., chez Amazon, par exemple, et tout. Donc voilà, ça a duré pendant quelques temps. Et puis après, parce que j'ai toujours eu, par contre, ce sentiment et cette envie, un, d'être le propre patron, deux, le sentiment de liberté aussi. Et puis, on va dire que là, aujourd'hui, bon, il n'y a même plus besoin de se motiver avec TikTok, les réseaux. Aujourd'hui, j'allais dire les jeunes, tout le monde qui a, je pense, entre 15, 16, 17, 18 ans, en gros, dans ta partie lycée, quand les profs, à mon avis, demandent, tiens, c'est quoi tes 3 vœux, qu'est-ce que tu veux faire? Je suis pratiquement certain que peu importe ce qu'ils notent, ils voient bien ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et puis dans l'économie du numérique. Je suis quasiment sûr, en tout cas, ils pensent tous à une petite partie en digital. Et moi, je l'avais déjà un peu à l'époque. Donc, après, j'ai commencé à me former, simplement, donc avec des mentors en France qui sont top en francophonie. Et donc, voilà, petit à petit, je les ai suivis, petit à petit, j'ai modélisé. Et puis après, ben, une fois que j'ai pris donc, des formations, des accompagnements, ben, j'ai évidemment lancé le truc à ma sauce. Et puis, on m'avait dit, Joris, tu as vraiment un truc au niveau du coaching que tu pourrais faire. Tu sais parler, tu sais transmettre l'énergie. Il y a des choses que tu fais en fait naturellement, monétise-le, quoi. Et donc, au début, on ne sait pas faire parce qu'évidemment, ben, j'ai jamais fait de formation comme ça. C'est pour ça que moi, je suis à fond en fait dans l'autodidacte au final, puisque c'est vraiment avec les formations en ligne que j'ai appris, acquéri le plus de compétences et connaissances, quoi. Tout ce qui est coaching, je l'ai appris pas dans une école de coaching entre guillemets où j'allais du lundi au vendredi. Non, je l'ai appris justement en ligne avec les mentors. Je l'ai appris parce que justement j'ai pris des formations en ligne, j'ai lu des bouquins. Et donc tout ceci, évidemment ensuite en mettant en place, ce qui m'a apporté pas mal de connaissances. Et je suis bien reconnaissant parce que je trouve que c'est une méthode qui non seulement marche, mais qui va continuer de marcher parce que c'est c'est l'une des façons les plus simples et les plus rapides d'emmagasiner des connaissances, de faire aussi tester un petit peu comment on est. Et c'est quelque chose qui va vite. Et moi, j'aime quand ça va vite, donc c'est parfait. Bah, écoute, merci Joris pour cette présentation assez détaillée. Euh, je trouve ça intéressant, tu l'as abordé à un moment donné avec finalement le souci que tu avais vu au niveau des yeux. Tu dis que l'aspect neurosciences ou slash développement perso, et ça t'est arrivé à ce moment-là? C'est à ce moment-là que tu as commencé à t'intéresser à ce sujet-là?
Ouais, absolument, Thomas, parce que en fait, j'avoue, hein, je reconnais, avant, entre guillemets, les opérations, bon, dev perso, déjà, je savais même pas ce que c'était. Moi, j'ai toujours été globalement positif. Donc, j'ai toujours eu ce mindset positif. Donc, je pense que j'étais un peu dans le dev perso, mais je savais absolument pas ce que c'était et tout. Après, c'est vrai que ces opérations-là, donc les fameuses vitrectomies, comme on dit, ça m'a obligé à m'arrêter. C'est-à-dire physiquement, j'avais un cache sur l'œil, tu avais des promesses, des pommades à mettre, il y avait une infirmière qui vient à domicile. Donc, en gros, physiquement, tu peux pas bouger pendant un certain temps. Tu vois, le foot t'arrête, le sport t'arrête. Et moi, j'étais un hyperactif. J'aimais le sport, enfin voilà. Et donc, le problème, c'est que, ben, évidemment, comme j'ai dit aussi, avant l'opération, ça c'est normal, c'est dans toute opération, tu sais, t'as le chirurgien qui te dit, bon, ben, c'est simple, c'est où on opère ou c'est la cécité. Donc forcément, ça te met un petit goût quand même, parce que bon, j'avais pas vraiment prévu ça, tu vois, dans ma roadmap, je m'étais dit, bon, je vais faire ça, je vais faire ça, aveugle, j'avais pas vraiment prévu, tu vois. Donc c'est vrai que c'était un petit truc. Puis, tu sais, tu signes la décharge, c'est normal, donc bon, voilà. Et donc c'est vrai que ça m'a obligé, en fait, à réfléchir, ça m'a obligé, en fait, à revoir plein de trucs. Je me souviens que, tu vois, là, par exemple, la série Grey's Anatomy, que tout le monde connaît, qui est super intéressante, je la connaissais, entre guillemets, avant, mais j'avais commencé à la regarder, qui est une série axée sur le médical, et puis il y a des bisous, des câlins, parce que voilà, les Américains, ils savent faire ça comme personne. J'avais commencé à la regarder après les opérations, parce que je me sentais comme un patient, justement, et donc je voulais avoir un peu des infos et tout, et je me souviens ça. Et donc j'ai changé un peu, c'est vrai, cette mentalité, parce que bah, j'avais capté que, j'avais compris que il y avait des choses, justement, que je devais faire attention, notamment foot, pourquoi j'ai pas repris, parce que, entre guillemets, j'aurais pu reprendre mais un choc à la tête et peut-être tu perds la vue, tu vois. Donc est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je suis pas sûr. Donc du coup, voilà, j'ai été obligé en fait de revoir un petit peu tout ça, de réadapter un petit peu mon mindset, mon état d'esprit. Et donc c'est là, ouais, en effet, où je me suis intéressé au dev perso, que j'ai aimé à 100%. Je trouve que c'est absolument impressionnant, absolument incroyable. C'est ce qu'il faut. Et je pense que le dev perso, bah, d'ailleurs aujourd'hui, c'est la preuve que le dev perso est connu, c'est que j'avais regardé, tout le monde connaît en fait aujourd'hui le dev perso. Enfin, tout le monde. Presque à la limite aujourd'hui, il y en a même peut-être trop, donc il y en a qui font trop de bullshit, il y en a qui font trop de n'importe quoi. Mais globalement, aujourd'hui, tout le monde a déjà entendu. Et c'est vrai que moi j'étais, donc ça devait être vers quand ça? 2013, 2018, je pense, à peu près, dans ces périodes-là, où du coup, voilà, j'ai commencé un petit peu, bah, notamment avec les livres, hein, on va pas se mentir, Audible, ça c'est génial, hein, t'as ton Audible, donc c'est l'application d'Amazon où tu peux avoir les livres audio, bon, ça c'est génial, hein. C'est franchement, tu peux te faire un livre, deux livres, trois livres par mois, quatre livres, ça dépend à quel point t'es chaud, t'es motivé, mais c'est génial, et du coup, ça change ta façon de penser, parce que Napoléon Hill, que tout le monde connaît, bah, je le connaissais pas, moi, au début, avant. Donc, quand tu tombes au début sur un bouquin et comme un gars comme Napoléon Hill, tu fais waouh, ah ouais, quand même. Puis après, forcément, tu as les recommandations avec tous les ricains, j'ai envie de dire, les Bob Proctor, enfin vraiment, euh, Robert Kiyosaki, tu vois. Ça, c'est des trucs, au début, tu te dis, avant de lire le livre, tu dis, bon, c'est pas ce que ça va donner. Après de lire le livre, tu dis, ah ouais, quand même. Après, tu as toujours un côté en mode, c'est logique. Mais là, c'est tellement justement précis et bien expliqué que voilà, en fait, ça te mâche le boulot et du coup, ça ouvre encore une fois tes champs. Donc, ouais, une grosse, grosse période que j'ai eue de dev perso dans les bouquins. En fait, j'ai surtout consommé et développé le dev perso par les bouquins, plus que par des coachs. Après, évidemment, je sais pas moi, Tony Robbins, voilà, qui est le grand connu aujourd'hui dans le monde. En francophonie aussi, il y en a beaucoup. Mais ça, c'était vraiment dans un deuxième temps. Dans un premier temps, c'était vraiment par les bouquins, que les livres audio que j'ai appris, ok, c'est quoi cette sphère-là, ce game-là. Et là, j'ai fait, waouh, il y a vraiment des choses à creuser, quoi. Hmm. Ouais, on entend vraiment ce changement d'état d'esprit, finalement, de pas te lamenter sur ce qui t'est arrivé, sur Mm. cette opération, et vraiment d'y voir, tu disais le côté positif. Et au-delà du côté positif, c'est comment ce que j'ai vécu, je peux le transformer en finalement d'une autre manière. Parce qu'au-delà de voir c'est un peu parfois le reproche qu'on peut faire à une certaine branche du dev perso, c'est le côté un peu positif.
je vois que le positif tout le temps. Non, des fois, il y a des choses qui se passent mal, il y a du négatif, il y a des inconvénients. Mais ça, justement, comment on le transforme et comment ça nous sert. Et là, toi, de ce que tu expliques, c'est vraiment, j'ai vécu ça, j'ai réussi à le transformer. Et c'est ça, je trouve, qui est vraiment intéressant dans le discours que tu partages et dans ton expérience, c'est la manière dont tu t'y es pris pour transformer cette opération. Et tu vois, même j'ai envie de dire, peut-être que tu n'aurais pas eu cette opération, tu serais pas parrain enfin, tu serais pas membre de l'association, par exemple. Ouais, Voilà, c'est vraiment absolument, hein. comment transformer ce qui nous est arrivé en quelque chose de plus grand, ou, enfin, après, chacun le transforme à sa manière, finalement, mais c'est ça qui en ressort, je trouve. Non, mais je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, Stéphane, parce que c'est vrai que ça a été en fait, mon premier vrai challenge de vie, en fait, puisque bah, j'avais peut-être des petits challenges de vie, mais bon, c'était parce que 17 ans, t'es au lycée, tu vois, donc bon, il n'y avait pas non plus grand-chose. Voilà, il n'y avait pas non plus grand-chose que j'ai eu en challenge de vie. Donc ça, par contre, c'était un vrai challenge. Et puis surtout, c'est un challenge entre guillemets où t'as pas trop le choix. Ça va arriver. T'as un deal à faire. De toute façon, en fait, tu sais qu'entre guillemets, bah, par exemple, là, si t'es croyant, t'as intérêt à être croyant, quoi, tu vois. C'est le moment où tu pries. Ou même si t'es pas croyant, c'est le moment où tu pries, tu vois, parce que si, tu sais, il y a peut-être des gens qui justement sont pas croyants ou croyants, c'est pas grave. Mais là, tu dis, bon, si on peut avoir un coup de main, en vrai, on va quand même tenter maintenant parce que vaut mieux commencer maintenant. Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, entre guillemets, tu remets ton destin visuel entre les mains du chirurgien de l'expert. Donc évidemment, lui il te rassure, j'ai déjà fait ça, tout ça, tout ça. C'est normal, c'est son rôle, c'est son boulot. Cependant, bon bah voilà, moi par exemple avec l'expérience, je sais que tu vois, au début c'était censé être entre guillemets une opération, finalement ça a été quasiment six. Finalement j'ai dû aller dans le sud. Tout ça c'était pas prévu. Et à chaque fois t'as pas le choix, puisque le dilemme est à peu près toujours pareil, c'est où on opère ou c'est la cécité, tu vois. Donc c'est vrai que dans ces périodes-là où, entre guillemets, t'as pas trop le choix, tu es obligé pour moi d'être positif. T'as pas le choix, en fait. Je pense que si tu commences à être négatif dans ces moments-là, t'es foutu, t'es mort. Parce qu'à ce moment-là, si tu fais le hamster du négatif, bah là, tu vas voir, putain, bon, ça y est, tu vas perdre la vue, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Là, t'es fini. Là, tu te dis, ça y est, j'ai fini, je rebondirai plus, du coup, et comment on va me voir, comment. Non, non. Je pense que tu es obligé d'être à fond positif et après de faire avec. C'est-à-dire, comme tu disais avant avec le positif, oui, le positif, mais tu nies pas la réalité. Tu sais que voilà, tu as perdu en acuité, tu sais que voilà, tu es plus fragile à ce niveau-là, donc tu nies pas les faits sont là, mais tu mets en positif, ok, go, avec ce que j'ai là, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que de toute façon, si tu es très positif et que tu fais un peu de rationalité, il y aura toujours pire que toi. Il y a des gens, par exemple, pour faire l'interview, ça se trouve, ils vont faire du braille. Tu vois, heureusement, pour moi, c'est pas mon cas. Il y a des gens, peut-être quand vous allez faire l'interview, ils vont devoir voir un assistant vocal parce que, je sais pas moi, leur trachée, leurs cordes vocales sont tellement bousillées. Donc, tu es obligé de te dire, OK, pendant une période forcément où, tu vois, par exemple, après les opérations et la convalescence, bon, bah là, t'as pas tellement de mindset parce que t'es tellement KO, puis t'es shooté avec tous les médocs, tous les produits, que t'es un peu down. Mais petit à petit, au fur et à mesure des semaines, des mois où tu reviens, pour moi, tu dois vraiment être dans cet état d'esprit positif. Et je précise aussi, c'est là où famille, amis, proches comptent. Puisque justement, c'est là où tu vois, tu vas avoir besoin un peu bah, de soutien ou un peu d'aide et tout. Donc je pense que ça aussi, c'est un point positif, puisqu'évidemment, moi, c'est ce que j'ai eu, la famille notamment. Et donc, je pense que ça joue. Parce que si on va dire, tu es un peu fragile, il t'arrive justement une couille, une merde, des opérations, et qu'il n'y a personne en plus qui est un peu là pour t'aider, pour te soutenir un peu, ou bah là, oui, c'est là où tu peux avoir des personnes qui peuvent sombrer et tout, puisque bah, c'est quand même pas rien. Donc, je pense que oui, c'est pour ça d'ailleurs que j'aime les neurosciences, que j'aime le cerveau et tout, c'est que là, tout est dans la tête. Parce que ça va jouer comme ça. Comment tu choisis de vivre ça? Tu choisis de le vivre comment? Parce qu'il y a plusieurs façons de le vivre. Moi, j'ai choisi justement voilà, de dire, OK, c'est fait, ce qui est fait est fait, de toute façon, tu ne peux pas revenir dessus. En revanche, après, c'est là aussi, tu vois, je me suis passionné pour tout ce qui était intelligence artificielle, nouvelles technologies, NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique, sciences cognitives, donc la Silicon Valley, etc. Pourquoi? Parce que bah, là aussi, j'avais compris que voilà, avec
les technologies, dans le futur, peut-être qu'on arrivera à réparer les trous maculaires, peut-être qu'on arrivera à réparer ci, à réparer ça. Donc évidemment pour mon intérêt, mais bah, à la base, tu vois, ça m'intéressait pas plus que ça. Cependant, avec mon expérience, du coup, je m'y suis intéressé. Donc oui, notre vie va changer, va s'adapter en fonction de nos vécus. Euh, mais je dirais que c'est toujours bien quand même d'avoir cette tranche de réalisme positif. Je pense que c'est mieux. Ouais, je te rejoins à avoir cette tranche de pragmatisme de ce qui nous arrive, mais tu vois, moi j'ai fait une école de coaching Mhm. chez David Laroche. Après, il y en a certains qui l'aiment beaucoup, il y en a qui le détestent, il peut avoir une certaine image. En tout cas, moi j'ai fait son école, j'ai beaucoup appris. Et il y a quelque chose qui dit qui est très intéressant. En fait, le problème, c'est pas l'histoire qu'on vit, c'est ce qu'on se raconte autour de cet événement, en fait, au final, tu vois, et c'est ce que tu décris. Euh, et je trouve ça ok d'avoir des phases de down, parce que je pense que tout humain en vit. Ce qui compte, c'est finalement la manière dont on le transforme. Des fois, ça peut mettre un jour, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, peu importe. Mais ce qui est important, c'est de réussir à le transformer, ou si on n'arrive pas à le transformer, au moins à mieux vivre avec. À mieux vivre avec la douleur qu'on peut avoir, peu importe ce que c'est finalement. C'est, je trouve ça assez intéressant, tu vois. Il prend souvent cet exemple de, par exemple, il y a deux jumeaux qui sont nés de la même famille, enfin, Mhm. deux jumeaux forcément de la même famille, mais deux jumeaux, les parents meurent. Il y en a un qui devient entrepreneur millionnaire et il y en a un qui tombe dans la délinquance. Qu'est-ce qui a changé? La perception de l'événement qui a été vécu à la base par les, par les jumeaux, sachant qu'en plus peut difficilement faire plus proche que des jumeaux. Donc ça prouve que ouais, c'est vraiment la perception de ce qu'on vit qui va venir changer nos perceptions et nos futures actions et dans le futur. Bah, 100% d'accord, hein, encore une fois. C'est ça vraiment qui va jouer, c'est ça qui est déterminant. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à le rabâcher. C'est pour ça que l'un des principes clés en neurosciences, c'est la plasticité cérébrale. C'est, j'ai envie de dire, s'il y a un truc à retenir des neurosciences, c'est quand même la plasticité cérébrale. Concept tout simple, qu'on connaît du coup depuis quand même quelques temps maintenant. Ton cerveau est plastique. En gros, il peut se remodeler. Donc, en gros, tu peux changer. Donc, dans des clients que j'ai ou peu importe, bah moi, je suis grosse parce que on m'a toujours dit que je suis grosse et ça fait 20 ans que je veux perdre du poids et en fait, j'ai jamais réussi. Ok, peut-être. Peut-être parce que justement, tu n'avais pas les bonnes méthodes. Mais en tout cas, si tu veux, t'es pas un meuble. On ne peut pas bouger, on ne peut pas déplacer. Tu as de la plasticité cérébrale, donc tu peux changer tes connexions. Tu peux changer ton câblage. Et donc, c'est pour ça que tu vas avoir des dizaines, par exemple, de clients à moi ou d'autres personnes qui, bah, tu vas les revoir 6 mois après. T'as fait quoi, Thomas? T'as fait quoi, Stéphane? Comment ça se fait? T'es devenu plus beau gosse, plus en forme, t'as appris une nouvelle compétence alors qu'il y a 6 mois, bah, t'étais pas comme ça. Bah, parce que j'ai changé, en fait. Et c'est pour ça que les gens, la plupart du temps, ils sous-estiment le changement, parce qu'ils n'y croient pas, parce qu'ils ont plein de croyances limitantes. C'est bien, c'est sympa. Mais biologiquement, scientifiquement, tu peux changer. C'est même la fonction d'un être humain, j'ai envie de dire. Sans plasticité cérébrale, l'humanité n'aurait pas pu survivre. Parce qu'il y a eu des guerres, parce qu'il y a eu des catastrophes, parce que si demain on te coupe une jambe, va falloir que tu survives en fait. Et donc, la plasticité cérébrale, c'est quand même câblé sur la survie à la base. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de croyances limitantes chez des personnes qui, justement, restent immobiles. Et après, au contraire, elles se câblent à rester immobiles. Alors que, comme tu dis, tu as des exemples de personnes, un couple, qui, je sais pas, ont des jumeaux. Et puis là, ben voilà, tu as le jumeau A, il devient, comme tu as dit, blindé, millionnaire, il a une vie incroyable. Puis le jumeau B, qui, je sais pas, moi, il a planté sa vie. Qu'est-ce qui a changé? Ben, le jumeau A, il s'est dit, bon, moi, je vais faire comme ça. Puis le jumeau B, il a fait totalement l'inverse. Et ça arrive tout le temps. C'est pour ça que vraiment, vraiment, il il faut vraiment toujours ne pas sombrer, en fait. Je pense que c'est ça aussi un des enseignements, c'est souvent quand les gens commencent à dire bah ça y est, c'est foutu. Exemple, quand je prenais l'exemple pour la perte de poids, parce que ça arrive, il peut y avoir des clients qui viennent aussi pour ça, parce que je suis allé en salle, je suis allé ici, ça marche pas. Du coup, j'abandonne. Et ça, c'est vrai que c'est souvent là où du coup tu dis à ton cerveau, ok, on abandonne. Lui, il t'entend, hein. Ok, du coup, on fait plus d'efforts. Bah, du coup, tu vas rester comme ça. Alors qu'en réalité, avec de bonnes méthodes, tu vas pouvoir changer relativement rapidement.
Ça, c'est évident, quoi. Mm. Ouais, je trouve ça intéressant. En revanche, il y a un truc sur lequel je suis pas entièrement d'accord avec toi. Dis-moi. Tu as dit il faut pas sombrer. Et justement, par expérience, pour avoir accompagné certaines personnes, et même moi-même, hein, par moments, c'est quand on va le plus bas possible qu'on arrive le mieux à se relever. Donc parfois, sombrer peut être aussi source pas de redressement, c'est pas le terme que je veux utiliser, mais De peut-être rebond? source de renouveau ou source de changement. Ce que tu vois, c'est-à-dire que dans le discours que tu dis, dans le il faut pas sombrer, c'est comme si on interdisait, enfin, peut-être que les personnes pourraient interpréter comme ça de j'ai pas le droit d'aller mal ou j'ai pas le droit de sombrer. Si, au contraire. Moi, j'ai même envie de presque dire sombre. Si t'as besoin d'y aller, vas-y, fais. Ce qui compte, c'est comment tu vas transformer le fait de sombrer. Tu vois, c'est. Parce que, en fait, en disant il faut pas sombrer, on a interdit aux gens de peut-être pouvoir ressentir. Et en fait, c'est là où, ouais, comme je te dis, je suis pas entièrement d'accord, c'est justement que les gens s'autorisent à pouvoir ressentir, s'autorisent à pouvoir sombrer, s'autorisent à pouvoir dire je vais mal, je me sens pas bien, et ainsi de suite. Et c'est justement ça qui permet aussi parfois les plus belles prises de conscience et les plus belles émergences d'un nouveau mécanisme ou des changements les plus importants, les plus intenses et peut-être même les plus durables aussi. Alors, je te rejoins à 100%. À 100%, tu as bien fait de faire cette clarification, précision. Je valide à 100%, en effet. Et d'ailleurs, même d'un point de vue neurosciences, c'est plus simple et ça permet aussi d'avoir des meilleurs rebondissements. Je vais prendre un exemple. Tiens, avant, je disais que j'aimais bien le foot. On va reprendre un exemple du foot. Tu vois, t'imagines, tu es dans un club de foot, tu es dans ton équipe. euh, Vous perdez tous vos matchs depuis, je sais pas moi, ça fait 6 matchs, vous perdez. Voilà. C'est commence avec la loose, quoi. Je suis 100% d'accord. Vaut mieux que tout le monde se regarde dans la glace. On se dit, bon, ça fait 6 matchs, on est nul. On est vraiment nul. On perd, on perd, on perd. On n'est pas censé perdre. On aurait pu quand même au moins gagner, faire un match nul et tout. On est nul depuis 6 matchs. Je suis 100% d'accord avec toi. Quand on commence à se regarder en fait devant le miroir, à se dire les choses, comme des personnes qui justement, bon bah là, j'en ai marre. Sur ça, vraiment, je suis nul. Sur ça, je suis mauvais. Il faut faire en effet cette autopsie, cette analyse, et après, ça nous permet de rebondir plus haut. Je suis 100% d'accord pour ça. Vraiment le côté où à un moment donné, on clarifie. Donc, on a le droit évidemment d'exprimer nos ressentis. Hein. On est mal, on est nul, on n'est pas bien. Et entre guillemets, l'étape d'après, une fois qu'on est mal et qu'on n'est pas bien, ce que je recommande et ce qui vraiment fait aussi la diff, c'est de faire cette analyse. C'est-à-dire, on peut se poser pendant 1 heure, 2 heures, un jour, 2 jours, une semaine, et se dire, OK, sur 10 points de ma vie, qu'est-ce qui va pas? J'ai eu un divorce, j'ai été marié pendant 20 ans, je pensais que c'était l'homme, ma femme de ma vie. Pourquoi ça a merdé? Bah, ça se trouve, ça a bien merdé, hein, parce que justement, on s'est peut-être mis comme un accord. Euh, j'ai toujours eu l'habitude de générer beaucoup d'argent avec mon business, et là, depuis 2 ans, il n'y a plus rien qui marche. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, c'est vrai que je recommande ça, vraiment, de se faire ça, c'est-à-dire de faire cette introspection, parce que, encore une fois, cause-conséquence. Il n'y a pas de conséquences comme ça sans cause. Et donc, il faut aller chercher ces causes-là, et pour ça, il faut une vraie analyse, une clarté, pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc oui, tu as raison, Stéphane, sur ce que tu dis. C'est très bien d'aller mal. C'est très bien comment dire, de le dire aussi, de pouvoir l'exprimer, de pouvoir mettre des mots dessus et après pouvoir rebondir. Parce que en effet, sur ce que tu dis, Stéphane, sinon, il va y avoir le déni, en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui a mal tout le temps, qui le dit jamais, et qui s'habitue à ça et qui du coup va jamais rebondir parce que non, mais c'est bon, je suis juste endetté de 50 000 euros, mais t'inquiète, ça va le faire parce que voilà, ou non, c'est bon, en fait, dans mes objectifs, je suis en retard de 1 an, mais c'est bon, voilà. Et c'est vrai que c'est un exercice qui est pas dur, mais qui va du coup nous obliger, là encore, à nous regarder devant le miroir. On va devoir se poser pour se dire, OK, honnêtement, c'est le travail qu'on fait évidemment aussi en coaching, c'est OK, où on en est aujourd'hui. Et est-ce qu'aussi ça correspond? Moi, ça m'est déjà arrivé perso. J'ai des gens qui m'ont dit, moi, tu sais, sur ce que tu m'as dit là, c'est vrai que, entre guillemets, d'un point de vue société, c'est peut-être pas bien, mais moi, c'est comme ça que je veux vivre. Ok, so what? En fait, chacun fait comme il veut, tu vois. Tout le monde est majeur et vacciné, comme on dit. Donc, une fois que les personnes sont en accord aussi avec elles-mêmes et leurs principes, là, ça permet en effet aussi d'aller plus loin, quoi. Mhm.
Ouais, c'est intéressant. En fait, je pense que les deux sont bien dans le sens où il est nécessaire peut-être de faire son... de laisser en tout cas pas les personnes aller au plus profond de ça. Et c'est vrai que c'est mieux qu'elles soient accompagnées dans ce travail-là, parce qu'effectivement, tu en as certaines qui restent au fond. Ça peut arriver aussi, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a un entre-deux, je pense, à avoir qui peut être assez intéressant. Et puis oui, pour après rebondir. Mais c'est vrai que le rebond, pour certains, en fonction de ce qu'il y a, peut être plus compliqué que d'autres, de par nos croyances, nos injonctions, des fois nos histoires familiales. Donc oui, c'est vrai que je pense que c'est important d'aller au fond et si possible d'être accompagné, c'est encore mieux, quoi. Et quand tu disais, tu parlais de la neuroscience, on parlait de la plasticité cérébrale, tu utilises quoi comme méthode en lien avec la neuroscience? Alors, merci pour la question, évidemment, Thomas. Je pense que, donc ouais, la plasticité cérébrale, ça, c'est vraiment l'élément fondamental. C'est-à-dire, une fois que quelqu'un vient te voir, euh, il faut évidemment tout de suite lui faire comprendre, voilà, basiquement le principe de la plasticité cérébrale, et ensuite lui faire accepter, parce que très souvent, il va y avoir ce qu'on appelle, je connais ça très bien, Stéphane, puisque tu l'as fait avec David Laroche, les croyances limitantes. Et les croyances limitantes, en neurosciences, c'est des câblages, donc vos neurones, donc vos synapses, donc votre gaine de myéline, qui ont été câblés, ça vous a fait des autoroutes neuronales pendant 5, 10, 20 ans, 30 ans, en fonction des personnes. Donc la première chose à faire, c'est OK, ça, on peut le casser et on va le casser. Et moi, je suis là pour ça. Si maintenant, évidemment, il y a un problème comme ça. Donc s'il y a une problématique qui n'a pas été résolue depuis 5, 10, 20 ans et qu'on essaie de la résoudre. Parce que moi, j'ai envie de dire, je suis pas là pour résoudre des problèmes que les gens n'ont pas envie de résoudre, tu vois. Quelqu'un qui, je sais pas moi, il a un truc, mais que lui, ça lui pose pas de problème, c'est pas grave. Par contre, s'il veut le résoudre, bah là, je suis là. Donc, ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, évidemment, utiliser ce qui marche. Donc, pour que le cerveau soit actif, performant, il faut déjà avoir de l'énergie. Donc ça va être aussi faire une petite évaluation, bah, je sais pas moi, estimer un peu son niveau d'énergie, sa baseline énergétique. Je sais pas moi, pour toi, une journée, c'est comment ça se passe. Et puis, je vais parler du sommeil, parce que le sommeil est très, très important. Comment tu dors? Tu dors bien, tu dors pas bien? Parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font des fois des 70 heures par semaine, qui gagnent pas énormément pour 70 heures par semaine, qui ont un sommeil coupé, haché, qui ont ensuite une vie de famille coupée, hachée, qui ont avec leur partenaire presque pas de rapport. Le problème, c'est qu'en fait, tout ça, c'est le cocktail du burn-out presque. Donc, ce qu'il faut, c'est après trouver l'équilibre, augmenter son niveau énergétique, par exemple. Comment est ton alimentation? Ça peut être quelque chose que je peux voir en coaching. Comment est ton alimentation? Donc, je regarde l'assiette. OK, parfait. On va analyser ça un petit peu. Bon, il manque certains aliments. Tu veux pas peut-être te supplémenter sur ça? Tiens, les oméga 3, on sait à quel point les oméga 3 sont fondamentales. C'est c'est un truc simple. Si tu te supplémentes en oméga 3, je peux te sortir une dizaine d'études qui vont montrer que bah, tu vas être un peu plus performant. Évidemment, ça va pas être le game changer. Hein. J'ai pas dit tu prends un oméga 3, demain tu as 10 millions sur le compte. Mais on sait que ça, c'est un des éléments les plus puissants. Donc, quand je regarde l'assiette, si je vois qu'évidemment, bah, il y a du saumon, il y a du poisson, voilà, on sait que là, c'est pas mal aussi, bah, c'est good, bon, bah, c'est bon. En revanche, s'il n'y a pas ça, c'est vrai que je peux te le recommander. Parce que l'alimentation, c'est 22% de tes capacités intellectuelles. Donc ça va jouer aussi. Et si on sous-estime ces choses-là, après, bah forcément, on sera moins performant. Pareil au niveau du sommeil, moi, c'est important que j'analyse le sommeil. Parce que comment tu veux ensuite que je te dise, OK, on va faire ça, ça, ça et ça, si ton sommeil, il ira des paquettes et que le matin, tu te réveilles et tu es un peu groggy. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit peu tous ces paramètres-là qu'on va devoir un petit peu bah, regarder, analyser, afin de voir est-ce que la personne est bien ou pas. Et ensuite, on va pouvoir passer à la suite, tu vois. Ensuite, on va pouvoir mettre en place des exercices. Évidemment, beaucoup, beaucoup, beaucoup passer sur l'intensité, des sessions de deep work. Comment est-ce que tu travailles? Est-ce que tu travailles, je sais pas moi, avec un calme absolu? Est-ce que tu travailles avec un peu de bruit? Selon toi, le bruit, ça va gêner ton cerveau ou pas? Non, moi, je suis habitué. Si tu veux. Mais ton cerveau va le traiter en fond de tâche. Si tu as un peu du bruit un peu perturbateur que tu n'as pas choisi, il va le traiter en fond de tâche. Tu vas avoir certaines personnes qui aiment bien avoir une petite musique, tu sais. Donc ça, c'est parfait. Ça va dépendre aussi, mais c'est vrai que avant de commencer, entre guillemets, de mettre en place des stratégies, il est très très important, selon moi, de revoir vraiment la base. Parce que souvent, quand la base déjà n'est pas bonne, c'est pas la peine de dire
on va faire je ne sais quoi. C'est le meilleur moyen, encore une fois, pour que des personnes finissent ensuite claquées en fin de semaine et tu dors tout le week-end. Moi, ce qui est important surtout, c'est de remettre cette notion d'équilibre. Et quand tu as cette notion d'équilibre-là, après, tu peux augmenter. Tu vois, par exemple, le sport, pour finir encore, sur le sport, moi, je fais du sport. Je pense qu'il faut en pratiquer. Pour moi, c'est un médicament. Et donc, je sais que là, pareil, d'un point de vue neurosciences, je peux sortir des dizaines d'études. Si tu fais du sport et que tu le mets en place au quotidien, tu vas être plus performant qu'un entrepreneur qui n'en fait pas. Il n'y a pas besoin de... C'est mathématique, en fait. Et il n'y a pas besoin que ce soit des séances de 3 heures, hein. Tu vois, un 20 à 30 minutes, ça suffit largement. Le but, c'est que ton cœur, il bouge. Ton but, c'est que ton cœur, il batte. Tu vois, c'est surtout ça aussi. C'est voilà, ton cœur, il batte. Un autre point, tiens, que j'aime aussi beaucoup, la respiration. Ça, c'est plus je développe la respiration, plus je suis fasciné par ça. Il y a des respirations, enfin, il y a des respirations. Tu peux avoir des techniques de respiration qui vont te permettre d'être plus endurant, de mieux en fait maîtriser ton énergie et de mieux aussi la gérer au fur et à mesure de la journée. Et ça, c'est vrai que je suis en train de le développer là encore plus, mais c'est impressionnant quand tu vois ça. Un exercice tout simple que tout le monde connaît, la cohérence cardiaque. Tu fais 6 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration. Le terme précis et scientifique à 100%, c'est 5,5 secondes, mais en gros, 6 secondes, ça va aussi. Tu fais ça pendant 5 minutes, tu as des bienfaits pendant 5 heures. Alors après, évidemment, chaque personne va dire bon, moi je m'en fous, c'est du bullshit, j'en veux pas. C'est pas mon souci, ça. Cependant, on sait que ça va apaiser ton système nerveux. Donc, tu vois, là encore, tu vas pouvoir mieux fonctionner. Après, évidemment, en fonction de la thématique de la personne, on va utiliser d'autres méthodes, tu vois. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire simples. Et surtout, voilà, c'est ça que je veux dire, c'est simple. C'est pas, c'est très, très simple. Il n'y a pas besoin de, c'est très, très simple à faire, à mettre en place. Ouais, c'est intéressant, effectivement. Mais ça, je suis entièrement d'accord, hein, que enfin, souvent, quand les personnes arrivent avec des problématiques, notamment, je pense plus dans l'entrepreneuriat, il y a tout cet aspect enfin, la base de la pyramide, c'est ce que tu décrivais, hein, le corps, donc le sport, le sommeil, tu l'as dit, effectivement, les relations. Il y a beaucoup de gens aussi qui, du coup, se disent, ouais, bon, allez, je supprime un week-end, je supprime un autre truc, et puis ce sera fini. Et des fois, la quête de. Alors, des fois, c'est intéressant de mettre un coup de collier, hein, mais parfois, c'est la quête à toujours plus, pour plus loin, pour moins voir sa famille. Et il y en a qui perdent des relations comme ça aussi, hein, de soutien. Enfin, on sait que le soutien, c'est hyper important aussi dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est vrai que c'est hyper intéressant, en tout cas, de travailler sur ces bases-là. En amont, déjà, d'être solide sur ça pour faire la suite, c'est beaucoup plus simple. Effectivement, en termes d'énergie, ça, c'est. Y a pas photo, quoi. Et qu'est-ce qui t'a amené particulièrement à vouloir accompagner les autres? Tu parlais que les gens te disaient, ah oui, tu ferais un bon coach, etc. Qu'est-ce qui t'a drivé à faire à devenir coach? Alors, en réalité, je pense que je l'ai un peu toujours eu, cette petite notion, entre guillemets, de coaching. Parce que voilà, je faisais du foot, j'étais hyper actif, j'étais très bon dans les sports, j'étais vice-champion d'Alsace au lancer de poids, j'étais vice-champion aussi à l'époque dans tout ce qui était sprint, des 50 mètres, des 100 mètres, des 150 mètres et tout. Donc j'étais plutôt doué à l'époque dans ces sports-là. Là aujourd'hui, je suis plus sur les tractions, un peu moins sur le sprint, plus sur les tractions. J'ai fait un 5 km en 26 minutes aussi il y a 2 ans, donc c'est plutôt pas mal, mais j'ai perdu un peu parce que je me suis moins entraîné évidemment qu'à une certaine époque. Mais ouais, je pense que ça a toujours été en moi, puisque cette notion de motiver les personnes, j'ai des souvenirs où je le faisais dès qu'il y avait un sport, par exemple, assez facilement. Cette notion de compétition, un peu quand même cette notion de compétition, ça pareil, j'ai des souvenirs où ouais, je le faisais des petits en fait. Donc je pense que je le faisais naturellement déjà de base. Et donc ensuite, quand en me formant, bah, tu vois, par exemple, avant Stéphane, tu parlais de David Laroche, donc de Piccinini, un autre que je connaissais aussi du coup, et que je connais aussi, ou Maxence Rigotier, ou d'autres entrepreneurs en fait sur le web, avec qui je me suis formé. Et ben en fait, j'ai compris que non seulement je peux continuer à le faire, mais en plus je peux monétiser. Bon, je peux faire des sous avec, quoi. Je dis bon, c'est plutôt sympa, non? Donc tu sais quoi? On va essayer de regarder comment ça se passe. On va essayer de trouver un modèle, une méthode.
Et puis, ben, si les gens, ça leur plaît, good, on va tester. Et les gens, ça leur a plu. Les gens se sont dit waouh, parce que il y a souvent quelque chose qui arrive, qui m'arrive, c'est que quand je vais dans un event, peu importe l'event, hein, j'ai envie de dire, en présentiel, donc que ce soit une salle de 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300 ou plus personnes, je vais impacter les gens par l'énergie, par les échanges, etc. Et donc, en fait, ça devient la suite logique. Parce que quand tu vas dans un event, que tu impactes des personnes, tiens, Joris, il en voit quand même. La suite logique, c'est quoi? C'est comme on parlait avant avec les perceptions. Suite logique, bon, bah, il n'y a rien qui se passe, ok, bon. Ce qui peut arriver, hein, c'est normal, on peut pas. Suite logique B, bon, bah, on va essayer de faire quelque chose ensemble. Bah, ça fait du business. Et moi, c'est clairement comme ça, en gros, aussi, qui m'a mis la puce à l'oreille en mode, il y a vraiment quelque chose à faire, parce que bah, tu ne peux pas impacter autant de personnes, et à un moment donné, ne pas. C'est même, tu sais, je pense que David Leroche le dit aussi, mais ça veut dire, quand tu as un talent, alors, ah non, ça c'était le Joker dans Batman. Quand tu as un talent, il faut pouvoir le monétiser. Rien n'est jamais gratuit, tu sais, quand tu as un talent. C'est la phrase du Joker. Quand on a un talent, on ne le fait jamais gratuitement. C'est la phrase du Joker dans Batman. Et puis, il y a une autre phrase aussi dans le dev perso, c'est quand tu as un talent et que tu penses que tu as un talent, tu penses que tu es bon, du coup, c'est égoïste de ne pas en faire profiter les autres. Tu vois? Un très, très, très bon coach, entre guillemets, s'il coach juste sa famille et puis sa copine, elle est égoïste, tu vois? Un peu une phrase de dev perso, en mode, bah, si t'es bon, autant le faire profiter à plus de monde. Donc c'est pour ça que les personnes, aujourd'hui, puisque voilà, maintenant, ça commence à faire quelque temps, euh, c'est ce que je fais et je suis très content de le faire parce qu'en plus, dans le partage, dans les échanges, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Puisque nous, on a un boulot, Stéphane, toi, Thomas et moi, lié aux humains. On échange, on est en collaboration tout le temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, entre guillemets, avec des humains. Et ça aussi, bah, il n'y a rien de plus beau. Donc c'est vraiment aussi au niveau de l'humanité quelque chose de beau, quoi. Mhm. Ouais, on sent vraiment que. Bah, c'est vrai que cet aspect humain, personnellement, moi, c'est ce qui me drive aussi, tu vois. Contribuer, apporter. Euh, Par contre, ouais, je suis pas prêt à faire n'importe quoi pour gagner de l'argent à la fin du mois, tu vois, par exemple. C'est-à-dire, je suis pas prêt à venir trahir mes valeurs pour monétiser un talent. Euh, je suis prêt à le faire à la hauteur de ce que j'estime juste, en fait, pour moi, finalement. Après, chacun a sa notion de la justesse, tu vois. Mais, euh, mais oui, je trouve ça intéressant ce que tu partages de un talent. Effectivement, tout le monde n'a pas deux fois le même talent. Même si plusieurs personnes ont un talent sur le papier, chacun va l'amener d'une manière différente. Et c'est cette manière différente qui fait que finalement, on a tous notre unicité dans ce qu'on va venir proposer. Ah, je suis d'accord, hein. Chaque personne est unique. Il n'y a pas deux Stéphane, il n'y a pas deux Thomas. Et c'est ce qui fait justement votre différence, c'est ce qui fait votre duo. Et c'est ce qui fait que justement les personnes vont aller chez vous plutôt que d'autres personnes. Et pareil chez moi, parce que aujourd'hui, il n'y a plus de problème d'offres, puisque il y a 1 milliard d'offres en fait. Tu vois, il y a des personnes qui font 10 000 choses. Tu veux trouver n'importe quoi, tu peux te faire livrer. Donc franchement, il y a tout aujourd'hui. En termes de service, il y a vraiment tout. Donc, pourquoi on va te choisir toi plutôt qu'un autre? C'est ça, en fait. Et c'est ce que tu dis, bah, c'est les valeurs. Moi, mes valeurs, elles sont comme ça. Il y a quelqu'un qui me dit, écoute, Joris, tiens, je sais pas, moi, je te donne 10 000 balles. Je veux que tu me transformes en maître de la manipulation parce que j'ai envie de faire une crasse à mon patron. Je vais dire, écoute, mon coco, ça va être chaud, tu vois. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi le délire, tu vois? Donne-moi toutes les méthodes que tu as en neurosciences ou pour le cerveau pour rendre fou la personne. Je veux dire, c'est compliqué, tu vois. Je vais dire, on monte à 20 000 au moins. Non, je rigole. Non, je rigole, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que les valeurs, c'est important parce que, comme tu dis, ça va être un peu ta boussole, en fait. On va n'importe où, tant que ça respecte la boussole. Voilà, donc ma boussole, elle indique le nord, par exemple, voilà, boum. Donc on va être là. Donc si quelqu'un, il veut totalement autre chose, on va regarder, évidemment, est-ce que, bon, je peux pas... mais s'il veut aller au sud, bah, c'est désolé, et ici, on avance vers le nord. Donc voilà, c'est comme ça. Mais tu as raison, parce que une fois qu'en fait tu es sollicité ensuite, c'est toi qui vas filtrer au final. Parce qu'une fois que tu dis OK à un client, tu vas jusqu'au bout, tu vois.
on lâche pas un client, tu vois, tu accompagnes, donc tu fais ton boulot. Et donc c'est pour ça qu'au tout début, c'est pour ça qu'avant au début même j'ai parlé du début, pour moi le début est très très important. Parce que c'est là où tu vois, ok, est-ce que ça match? Est-ce qu'on a un bon feeling? Est-ce qu'on peut bien s'entendre? C'est une collaboration. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, je pense, qui peut être sous-estimé chez certains, mais c'est le début qui va aussi beaucoup jouer, quoi. C'est comme, pour refaire un dernier petit exemple, c'est comme dans une relation de couple. Et là, tu as deux partenaires, un mec et une fille, ils s'entendent bien et tout, et puis ils commencent à vivre ensemble. Et tu sais, au début, bon, je sais pas, moi, il y a des petits soucis, mais bon, ça va passer. Bah, soit scénario A, bah, les petits soucis, je sais pas, moi, ils ont réussi à s'entendre, soit scénario B, les petits soucis, au contraire, ils se sont développés, et du coup, ce qui fait des gros clashs ou des séparations. Mais en général, sauf quand il y a des cas de tromperie ou de choses comme ça, ou c'est un événement extérieur qui arrive après, des fois, c'est la base, en fait. Tu sais, tu as toujours su. C'est juste que bah, là, tu supportes plus. Et il y a un moment donné où du coup, tu vas dire stop. Et ben là, c'est pareil. Hmm. Et on va aller dans une partie un peu plus. On parlait de la partie quand tu étais plus enfant. Euh, Est-ce que tu avais un rêve enfant en particulier? C'est une bonne question, ça. Je pense que j'aurais bien voulu être footballeur pro. Ça aurait été très, 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 très bien, ça. Euh, ouais, footballeur pro, forcément. Après, Et t'aurais joué pour quelle équipe en tant que footballeur pro? c'est ça la question. Alors là, par contre, je vais devoir consulter mon avocat avant de pouvoir te donner une réponse. Alors moi, j'habite Strasbourg, donc tu vois, le Racing Club de Strasbourg serait pas mal du tout. Aujourd'hui, en France, le meilleur club de France, c'est le Paris Saint-Germain. Voilà. Donc je pense que Strasbourg au Paris Saint-Germain, ce serait incroyable aujourd'hui. Euh, je pense que ouais, les deux seraient vraiment assez impressionnants. Après, si tu parles d'un autre club en dehors de la France, la Juve, donc la Juventus de Turin en Italie, j'aime beaucoup aussi. Euh, En Espagne, bah forcément, hein, il y a Barça et Madrid qui sont les têtes de gondole. Et en Angleterre, aujourd'hui, bah Manchester City, même si il rame un peu là ces derniers temps, et un club aussi fascinant depuis quelques années avec Pep Guardiola. En Allemagne, nos voisins, le Bayern Munich, qui sont impressionnants. Donc évidemment des gros clubs, des têtes d'affiche, les meilleurs clubs dans lesquels jouer, ouais, c'est sûr. Et en général, quand tu joues, c'est pour être dans les meilleurs clubs, quoi. Donc, Ah, très, très souvent, ouais, c'est souvent, en tout cas, les sportifs professionnels, j'ai l'impression qu'effectivement, ils jouent pour essayer d'être au plus haut niveau possible par rapport à ce qu'ils peuvent produire et proposer. Et justement, par rapport à ça, toi qui es dans la coach en neuro-performance, est-ce que tu as déjà pensé à éventuellement être coach sportif dans un club professionnel, peu importe le type de sport, mais peut-être plus particulièrement dans le football? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a déjà traversé l'esprit? alors, c'est intéressant que tu parles de ça parce que il y avait une discussion sur ça, je crois, il y a quelques mois, quelques années, en prémisse vraiment de discussion, mais en effet, où, même au niveau des sportifs, en fait, professionnels, où il y avait en effet cette problématique parce que bah, on a toujours besoin du mental, on a toujours besoin des neurosciences partout. Euh, donc ça n'a pas été plus creusé que ça. Ça pourrait se faire, évidemment. Après, il y a quelque chose en effet qu'il faut aussi bien comprendre, et c'est tout à fait normal, parce que je le conçois et je le comprends par cœur. C'est que dans un club, par exemple, masculin, d'hommes, je pense, parce que j'ai un peu d'expérience aussi, et puis moi-même je suis un homme, un gars, je sais que nous, on a quand même énormément d'ego. Énormément. Alors imagine un club professionnel d'un très bon niveau. Tu vas ramener Joris, qui va dire, entre guillemets, voilà, on va essayer de faire ça comme ça. Donc évidemment, ça peut très bien se passer. Mais c'est vrai que tu le vois avec l'expérience, hein, dans n'importe quel club, quand il y a des stars et tu as des nouveaux coachs ou peu importe qui arrivent, même si les coachs sont très puissants, ils vont avoir, eux, en général, un contrat un peu de star avec des millions, des avantages et tout. Et très, très, très souvent, ils vont pas s'impliquer à fond. Et dans le coaching, et pour changer, tu dois être impliqué à fond. Donc, tu peux arriver, par exemple, avec des méthodes, tu peux arriver avec des stratégies, tu peux arriver avec quelque chose. Mais si, par exemple, dans une équipe, bon, ouais, on a la séance là, avec le type et tout, on va le faire parce qu'on doit le faire, parce qu'on nous a mis ça en place.
Mais s'il n'y a pas vraiment une connexion totale, des bonnes vibes, comme j'ai dit, et que vraiment il y a un engagement, une implication, ça ne va pas vraiment donner de retour sur investissement. Parce que derrière, bah, moi, je ne vais pas faire les pompes à ta place, comme on dit. Je vais te donner absolument tout ce que tu dois faire, je vais te dire absolument tout ce que tu dois faire, je vais te montrer comment ça marche, je vais être là pour toi à 100%, mais derrière, il faut en effet qu'il y ait ce travail-là. Et je le sais parce que on l'entend tous les jours, dès qu'il y a en gros des postes avec des égos, hein, là j'ai parlé de foot, mais c'est n'importe quoi en politique, tu vois. Regarde, des fois, tu as des partis, ils s'entendent super bien, par contre avec l'ego, on veut pas et tout. Donc bref, vraiment partout, partout, quand l'ego est à un niveau trop au-dessus, bah, c'est quoi l'ego? C'est bah, c'est bon, j'ai raison, je sais déjà. Et donc ça, en général, au niveau de ton cerveau, ça coupe complètement l'échange. Donc du coup, peu importe ce que tu vas pouvoir faire, si l'ego dit c'est bon, je sais déjà, c'est qui ce rigolo, bam. Donc oui, à 100% dans l'idée, je suis 100% chaud, mais je pense que ce qu'il faudrait, ce serait vraiment voilà, qu'il y ait cette discussion et être sûr que voilà, ça peut un peu matcher. C'est normal que les gens soient un peu méfiants, ça c'est tout à fait normal, c'est même une bonne chose, mais il faut que, voilà, une fois qu'entre guillemets, tu commences à travailler ensemble, qu'il y ait cet engagement, parce que sinon, vraiment, ça va donner peu de résultats. C'est pour ça que des fois, tu vois des coachs qui font même pas quelques jours, parce que bah, si l'équipe ne te fait pas confiance, peu importe ce que tu dis, personne ne va t'écouter, tu vois. Donc c'est vraiment la monnaie du 21e siècle. L'une des monnaies du 21e siècle, c'est la confiance. Tu vois, si tu as confiance dans une marque de voiture, tu vas être fidèle à cette marque de voiture. Si tu sais, iPhone, Apple, c'est l'entreprise incroyable à ce niveau-là. Ils ont une confiance qu'ils ont développée au fur et à mesure des années, et notamment depuis 2007 avec l'iPhone, qui fait que bah, tu connais des gens qui ont l'iPhone depuis 2007, ils n'ont jamais changé. Tu leur parles de Samsung, de Xiaomi, de Google, tu sais, il y a des super téléphones. Ah non, 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 non. Moi, j'ai mon iPhone, je veux mon iPhone. Parce qu'il y a cette confiance, il y a cet amour, et du coup, on reste, tu vois. Et donc, c'est vrai que c'est vraiment avant même de penser aux collaborations, je pense que c'est vraiment cet échange ouais, qui va beaucoup jouer. Quoi. Mais évidemment, dans l'idée, moi, je suis chaud. Hein. Si tu as un club, d'ailleurs, Stéphane, à quel tu penses, ou dis-toi que je suis là, il y a mon numéro là, on peut s'envoyer un petit message, avec grand plaisir. Hein. Alors moi, je peux déjà te faire une promesse directement hein, pour ton club et le président, c'est qu'il y aura des résultats positifs. Une fois, évidemment, comme on dit qu'on a regardé cet aspect-là, je garantis des résultats. Voilà. Donc comme ça, c'est carré. Voilà. Et après, on peut s'appeler Mm, pour les mm. détails. Non, malheureusement, je connais pas de club de sport professionnel qui chercherait un coach. Si jamais on a un auditeur, un club de sport professionnel, C'est contactez ça. Joris. N'hésitez pas à me contacter, il n'y a pas de souci. Non, mais en tout cas, ouais, merci. C'est vrai que bah, en tant que sportif, oui, comme je disais, on aspire tous à faire peut-être, selon ce qu'on veut, du sport à le plus haut niveau possible. Et toi, justement, au moment où tu disais que tu pouvais plus faire enfin, de foot, en tout cas, par rapport à ton opération, qu'est-ce que tu as fait comme sport pour venir compenser le foot? C'est vrai que on n'a pas encore abordé ça, mais toi, justement, au moment où c'est l'opération, la cécité, et tu te fais opérer, et on te dit, bah, le foot, c'est plus possible, parce que s'il y a un coup à la tête, bah, la cécité peut arriver. Comment ça, toi, tu le transformes et quel sport tu choisis à ce moment-là pour venir combler ce besoin ce besoin de sport et ce besoin d'activité physique? Ouais, bah, exactement. Bah, tu as compris que du coup, j'étais hyper actif et je pense que je l'ai calmé, mais il y a peut-être encore un peu cette vibre, cette vibe qui est encore un peu en moi. Donc, en effet, je fonctionne de façon très rationnelle en général. En général. Donc, ok, mon petit souci, c'est les yeux. Mon petit souci, c'est les chocs. Ok, donc il me faut quelque chose où il n'y ait pas trop de chocs que je peux faire. Donc, en plus, j'avais continué à faire un peu de foot, juste un peu moins en intensité, tu sais, dans les cities, dans les villages et tout. Donc ça, j'avais un petit peu continué. Cependant, je sais que voilà, mon souci, c'est les chocs à la tête, en gros, pour la faire simple. Il faut pas trop que j'ai des coups de coude dans les yeux parce que voilà, ça c'est pas trop bon ni à la tête. Et quand tu joues au foot en tant qu'attaquant comme moi, tu te fais tacler par les défenseurs. En plus à l'époque j'étais plus fin, donc du coup je tombais vite. J'étais un guerrier, mais voilà, je tombais vite. Donc où il n'y a pas de choc, course à pied. Alors il y a des chocs parce que à chaque fois quand tu cours, ça impacte ton corps, tu vois. Mais c'est pas des coups directs. Donc course à pied, donc je me suis mis un petit peu à courir. Natation. Celui-là, c'est le sport en général, il n'y a jamais de contrainte tellement il est bon. Donc, boum, natation aussi. Donc, course à pied, natation.
Et puis après, ben, on va dire le renforcement musculaire, c'est-à-dire des pompes, du gainage, des abdos, des squats, des tractions, là, comme je t'ai parlé. Vraiment tout ce que je peux faire où il n'y a pas de choc. J'ai identifié le problème. Mon problème, c'est le choc. Je vais pas me mettre à la boxe thaïlandaise tout de suite, tu vois. Je vais attendre un peu avant de faire les rounds de MMA. Bon, j'aurais bien voulu, hein, pourquoi pas, tu sais, faire des petits combats. Mais bon, ok, je peux pas trop. Donc ouais, dès qu'en gros j'ai pas de contraintes, j'y vais. Puisque je fonctionne sur un point rationnel, donc je vais pas me dire je vais tout stopper. Non, ça me sert à rien. De toute façon, je respecterai pas la consigne. Donc je fais du sport. Et en plus, on peut faire 10 000 sports, quoi. Quand tu cours, va courir 1 heure, tu auras transpiré, tu vois. Va faire une série de 5 fois 20, 30, 40 pompes, tu auras soufflé, tu vois. Va faire une série de 5 séries de 40, 50 squats avec, je sais pas moi, 20, 40 kilos ou 50 kilos, en fonction des kettlebells, des barres que tu peux mettre. Tu vois, tu vas travailler tes muscles et tu vois, là, tu vas te renforcer. Donc, toujours faire attention parce que je sais qu'il y a ça, mais ensuite, on continue, on lâche pas. Évidemment, il y a toujours des fois où tu vas être un petit peu moins actif au niveau du sport, mais toujours continuer de s'entraîner. C'est comme ça que tu gagnes en longévité, c'est comme ça que tu te câbles aussi le cerveau en étant sportif. Mm. Et d'ailleurs, au passage, la marche, c'est un sport. Je le dis toujours, la marche, c'est un sport. Donc, si tu fais, parce que des fois, tu sais, tu peux avoir des personnes qui vont dire, ah, mais Joris, j'ai pas le temps. Ok, tu marches? Bah oui, je marche, comme tout le monde. Enfin, tu vois, bah voilà. Bah, en plus, aujourd'hui, on a tous des montres. Moi, j'ai ma petite montre. Euh, Tu regardes si tu as, voilà, 6 000 pas, 10 000 pas. On sait que ça, pareil, bah, c'est très bien. Tu fais 6 000 pas, 10 000 pas dans ta journée. Donc, tu as marché pour aller au carrefour, pour aller au boulot, pour aller je sais pas où. Bah, c'est parfait. Tu regardes ta montre, comme tu as 6 000, 10 000 pas, tu sais que tu as été actif. Et les jours où t'as rien branlé, t'as rien foutu, bah, tu vas regarder, ce sera 1 000 pas, 2 000 pas, 3 000 pas. C'est normal, mais ça permet facilement à tout le monde de se dire, bah, je peux le faire. Et donc, que tu sois une personne, entre guillemets, qui ait 60 ans, 70 ans ou plus, ah ouais, mais c'est plus mon âge. Oh, c'est faux, ça. Tu peux. Tu peux. Évidemment, si tu as 80 ans, je vais pas te dire, je vais pas te dire d'aller à la salle et de soulever du 150 kilos parce que je tiens à ton cœur. Mais par contre, je vais te dire, bah, balade-toi avec les enfants, avec ta femme, ton chien, qui tu veux, et puis tu verras que ça va te faire du bien. Et sur le long terme, non seulement ça va te faire du bien, mais ça va te changer la vie. Mm. Mais on en avait fait un épisode d'ailleurs enfin, justement sur l'activité physique et c'est vrai, enfin, on prêche la même paroisse. Enfin voilà, la marche, c'est vraiment pour moi la chose la plus sous-cotée, notamment dans une reprise d'activité physique ou comme tu dis, pour avoir quelque chose de quotidien. C'est hyper important et ça peut passer par plein de petits tips, comme tu disais, d'aller faire les courses, d'aller chercher un colis ou de privilégier tel moyen de transport. Dans les grandes villes aujourd'hui, il y a quand même pas mal de vélos, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est hyper essentiel. Mais effectivement, on a l'impression de ne pas faire de sport, mais c'est une activité physique. Donc ça, c'est important de le rappeler, effectivement. Donc Bien merci sûr, pour le bah, rappel. Thomas, dans ce que tu dis, c'est le fameux NEAT, tu sais. C'est en gros le sport que tu fais sans t'en rendre compte. Tu sais, Hmm. il y a le terme exact, là, je viens de le zapper. Mais en gros, c'est ça, c'est le HIIT ou NEAT, là. Et ouais, c'est ça. C'est-à-dire vraiment quand tu fais du sport, une activité au quotidien, mais que tu t'en rends pas compte. Tu sais, c'est comme en gros, je vais te donner un exemple. Avec une personne A bah, qui va à la salle 3 fois par semaine, qui soulève de la fonte, qui fait sa séance d'1 heure, et puis une personne B qui est sur le chantier qui soulève beaucoup, et qui travaille son corps, pas 3 fois dans la semaine, mais tous les jours de la semaine, enfin au moins 5 ou 6 jours sur 7, et pendant des heures. Tu vois, qui fait le plus de sport à la fin? Bah, en fait, la personne Ouais. B, tu vois. Et pourtant, au début, tu vas pas te dire ça. Donc évidemment, le but sera pas pareil, parce que dans la personne A, elle voudra vraiment construire du muscle, elle aura peut-être un checker, tout ça sera optimisé. Mais la personne B, en fait, quand elle va sur le chantier et qu'elle travaille son corps, bah, c'est tout son corps qui travaille, c'est du matin au soir. Des fois, c'est pendant des années. C'est pour ça que des fois, tu entends, j'ai le dos cassé, j'ai mal là, mais pourquoi? Parce qu'en fait, tu as fait un sport, en fait. Et tu as exercé ton corps, ta colonne, tes os, tes articulations. Donc tout ça, ouais, c'est souvent sous-estimé. Mais pourtant, l'impact, il est là. Il est là au niveau de tes articulations, il est là au niveau de ton corps et du ressenti. Bah oui, ça fait penser au. D'ailleurs, il y a un livre que je n'ai pas lu, mais qui est dans ma liste. Je crois que ça s'appelle La chaise tue, du verbe tuer. Et en fait, c'est ça dont tu parles, Joris. Qu'on peut être sportif et sédentaire. Quelqu'un qui fait 3 fois à la salle dans la semaine, mais reste sur sa chaise 10 heures par jour pendant au moins 5 jours.
plus après le week-end éventuellement le canapé, bah, il est sédentaire. Peut être sportif mais sédentaire. Donc c'est pour ça que c'est intéressant effectivement de se dire que voilà, 3 fois à la salle c'est bien, mais il vaut mieux aussi un petit peu chaque jour, comme tu disais, 20-30 minutes d'activité, et c'est déjà très bien, quoi. Bah, pour rebondir sur ce que tu dis, Thomas, je pourrais là encore balancer plein d'articles si jamais il y a des personnes intéressées ou quoi. De toute façon, ça se trouve vite hein, sur Internet. C'est aussi ce que je fais évidemment avec les clients qui ont cette problématique-là. Mais par exemple, au niveau de l'alimentation, du repas, ça va un peu piquer les oreilles de certains peut-être, mais il y a des personnes qui n'ont pas besoin de 3 repas par jour. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'un certain niveau de calories par jour qu'ils mangent pourtant au quotidien, tu vois. Parce qu'en fait, le 3 repas par jour, c'est quand tu travaillais physiquement vraiment. Aujourd'hui, on le sait, c'est pas tout le monde qui le fait, tu vois. Comme tu dis, quand tu es sur la chaise, bah, tu vas dépenser moins de calories, c'est logique, tu vois. Par contre, quelqu'un qui va bouger énormément son corps, bah lui, oui, c'est normal. Tu vois, les sportifs, lui, il a besoin de plus que 2000 calories parce que voilà, il va beaucoup, beaucoup se dépenser. Mais quand tu te dépenses beaucoup moins et qu'en plus le travail est plus souple, bah, ton corps va consommer moins. Ton cerveau, lui, pourtant, avec la stat, le cerveau, c'est combien en pourcentage du corps? Ouais, je crois que c'est énorme, hein. Ça doit être, c'est pas 30-40%, 30% peut-être? Le poids. Ah, le poids. Je pensais le pourcentage de calories. Un truc comme ça. Non, en fait, le cerveau, c'est en poids, c'est combien, et en Oui. consommation, c'est combien. Je connais pas du tout la réponse. Ah, je dirais Thomas, que le poids. Ah, je dirais en dessous de 5% du poids. Enfin, si je prends c'est quelqu'un ça. qui fait 60. Ouais, je dirais 300 grammes pour quelqu'un qui fait 60 kilos. Tu vois, le cerveau, je dirais un truc Ouais, comme en ça. gros, on estime que le cerveau, c'est à peu près 2%, tu vois, du poids. Donc, c'est Ah très, ouais, très putain. peu. Par contre, en consommation, c'est 20%. Donc, c'est ce qu'on appelle la loi de Pareto, quoi. C'est vraiment, tu as 2%, pourtant, ça consomme 10 fois plus. Et pourquoi? Parce que, ben voilà, dès que tu vas réfléchir, dès que tu vas, boum, c'est ton cerveau, quoi. Et donc ça, c'est très, très, très intéressant. Parce que ce que tu as vraiment besoin d'alimenter, c'est évidemment ton cerveau, ton corps. Et le corps vient en deux. Enfin, voilà, le corps ensuite, c'est le reste. Par contre, le corps, ça va être en effet le mouvement. C'est pour ça que tu l'as très bien dit, plus tu vas bouger, plus tu vas lui dire, OK, là, on peut. Et si tu bouges jamais, en fait, et que tu vas, entre guillemets, manger plus que tes besoins, bah, tu vas emmagasiner du stockage, ce qu'on appelle graisse. C'est simple, hein. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses simples. C'est pour ça. Mais parce que, en fait, c'est, comment dire, c'est des habitudes. Tu vois, toi comme moi, que ce soit Stéphane ou Thomas, depuis petit, on m'a dit il faut manger 3 fois par jour. On m'a pas dit si t'as, tu vois, c'est toujours comme ça. Donc en général, des fois, ça peut t'arriver, t'as pas faim, tu sautes une assiette, mais c'est voilà, c'est épisodique. On t'a pas dit bah, en fonction de ton activité, tu vas avoir un plan. En général, quand les gens veulent optimiser cette partie-là, ils vont voir un nutritionniste. Mais moi, évidemment, c'est aussi ce que je dis. Par exemple, à des clients, je dis, attends, par contre, tu sais qu'en fonction de ce que tu m'as dit là, au final, optimise à fond ton petit déjeuner, ton dîner ou ton repas du soir, et là, tu verras, tu seras plus performant. Parce que quand tu manges, il y a quoi juste après manger? Ton corps, il fait quoi? Bah, il y a la digestion en général. Enfin, Hmm. Exactement, tu vois. Donc la digestion, c'est un processus, si c'est pas 5 minutes, c'est des heures et des heures. Donc moi, je connais beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs aussi. Je sais pas si David Laroche le fait aussi, mais je sais que j'en connais aussi pas mal, qui, euh, qui font un système, par exemple, de jeûne intermittent ou de jeûne sec ou de jeûne liquide, et qui, du coup, ils se disent, bon, ben moi, soit je mange que le soir, ça, j'ai déjà vu ça avec des entrepreneurs, soit je mange que midi et soir, je fais un jeûne intermittent, et comme ça, ben, ça laisse autant au corps de bien digérer, et du coup, une fois que tu digères pas, ton énergie, elle est où? Dans ton cerveau. Donc, tu es plus smart, tu es plus rapide. Donc, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses. C'est pour ça que j'en parlais avant pour optimiser et pour être 20, 30%, 50% beaucoup, beaucoup plus efficace rapidement. C'est pour ça que dès que Stéphane il va me donner le contact du club, on va pouvoir regarder ça tu vois, avec des joueurs, tu vois. Je vais dire, écoute, attends, on va faire ça, attaque et boum, tu vas être plus rapide. Non, mais c'est sûr que sur les repas, il y a ça effectivement, puis il y a ce côté aussi, le fait de manger alors que certains n'ont même pas faim. Parce que c'est un rituel à midi 13h, alors qu'en fait, effectivement, si tu t'écoutais, t'as pas nécessairement faim. Et je trouve ça intéressant, effectivement, enfin, il y en a même, j'avais vu dans des pratiques sportives qui faisaient un repas par jour. Donc là, après, c'est un peu excessif. Enfin, dans la façon de faire, surtout quand c'est des sportifs, parce qu'il faut qu'ils engrangent quand même un max de calories, de protéines, etc.
Mais oui, c'est vrai que parfois l'intérêt, c'est quand même d'écouter son corps et de pas se dire, tiens, je mange un peu comme le principe du petit déjeuner qui vient d'industrie agroalimentaire américaine, etc. Le côté, il faut petit déjeuner le matin, je sais pas toujours risque, mais je pense que nos parents, c'était un peu l'époque de, aller le petit déjeuner le matin, il faut petit déjeuner, etc. Alors qu'aujourd'hui, on voit que c'est plutôt l'inverse. Que le jeûne intermittent, il y en a qui font ça, qui mangent que le midi et ils vont au mieux, quoi. Donc, c'est important de s'écouter, effectivement. Ouais. Mm. Ah, clairement. Et je rebondis du coup tout de suite sur la partie où en effet c'est très important le début. Par exemple, si je fais un audit avec un client ou une cliente, en effet cette partie-là elle est importante aussi. Pourquoi? Pour voir si la personne a des carences. Parce que tu vois, tu peux avoir une personne qui mange beaucoup et continuer à être carencée. Parce qu'en fait, si tu manges de la malbouffe, bah, je sais pas moi, il te manque en réalité du fer, du magnésium, il te manque une certaine vitamine. Bah, en fait, tu vas beaucoup manger, mais tu vas quand même être carencé. Donc c'est vrai que c'est aussi important de voir est-ce que la personne souffre ou non de carence. Parce que si tu as une bonne alimentation, normalement, tu n'as pas vraiment de carence. Tu peux en avoir un petit peu avec l'âge des fois, mais en général, ça passe. En revanche, si tu manges, tu dis, ah oui, mais j'ai beaucoup mangé aujourd'hui. Ah oui, parce que tu as mangé de la malbouffe. Donc oui, tu t'es emmagasiné des gros plats, du coup, tu vas beaucoup digérer, tu vas être calé. Mais est-ce que nutritionnellement, tu as tout ce qu'il te faut? Oui ou non? Bah, des fois, pas forcément. Et donc, c'est vrai que ça, c'est aussi important. Est-ce que tu es carencé ou pas? Parce que tu peux augmenter ton alimentation, hein. Si tu es carenté en fer, en vitamine D, en vitamine B, en potassium, bref, peu importe en quoi, bah, si c'est pas compensé à un moment donné, bah, ça va se payer qu'un choix. Bah, d'ailleurs, on le sait très bien, par exemple, quand tu es vegan, si t'es pas supplémenté, on sait ce que ça fait sur le long terme, tu vois, tu peux être vegan, ça, y a pas de souci. J'aime Mm. les végans, moi j'aime tout le monde, de toute façon. Donc, tu vois, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Cependant, bah, tu vas aller chez ton médecin et il va te donner une recommandation, bah voilà, tu prends ça et tout, et comme ça, tu évites les carences. Parce que les carences, c'est pas rien. C'est le début des maladies, en fait, hein. Quand tu es carencé en quelque chose, en gros, si ton corps, il doit fonctionner avec 100, bah, du coup, il va fonctionner avec 90, et après, il va fonctionner avec 80, puis après 70, et puis après, boum, ça commence à faire des pépins, quoi. Donc, c'est vrai que c'est très, 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 très important. Et aujourd'hui, comme tu as dit, bah, le petit déjeuner, aujourd'hui, idéal, c'est quoi? C'est des fois, il y a tellement de sucre, du coup, tu fais monter ton insuline pour rien, la pompe à l'insuline, là, boum, boum. Donc, en fait, quand tu parlais des parents, je sais pas, mais moi, je pense que mes parents, leurs grands-parents, je pense que ça se trouve, ça se trouve, je me trompe, hein. Mais ça se trouve, c'était quelques fruits, peut-être un pain au chocolat, euh, un jus de fruits, et puis entre guillemets, c'est tout, tu vois. Aujourd'hui, je pense que beaucoup, c'est pas du tout ça, quoi. C'est bien, bien plus sucré. Et on sait ce que ça fait sur notre insuline, et du coup, ça nous fait aussi monter, du coup, ça fait qu'aussi on va être très excité, ça va changer, en fait, notre métabolisme, quoi, pour la faire ça. Et si on revient sur ton parcours, qu'est-ce qui te rend riche aujourd'hui dans ta vie? C'est une belle phrase, hein. C'est une très, très, très belle phrase. Philosophe, hein. Thomas, philosophe, j'aime beaucoup. Euh, je pense que c'est vraiment l'échange que j'ai au niveau des personnes avec qui je coach, j'accompagne, j'aide. Donc vraiment ce côté échange et ce côté aussi où on va s'entraider, parce que tout le monde s'entraide d'une façon ou d'une autre. On va partager des connaissances, on va partager des expériences, on a des projets pour l'avenir, on sait que le monde bouge, et ça c'est beau, et je pense que ça c'est une vraie richesse en fait. C'est de se lever le matin et savoir que la journée, on va impacter le monde, on va impacter les personnes avec qui on bosse, et on est content, on est stimulé de ce qui va se passer dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans. Bien sûr, il y aura des difficultés. Bien sûr, on a des difficultés. Bien sûr que des fois, il y a des choses qui merdent, mais on reste globalement content et satisfait parce qu'on sait que voilà, une bonne semaine qui commence, quoi. Un des bons états d'esprit à avoir, c'est de se dire, bah, quand tu te réveilles, tu es content, quoi, tu vois. Tu te dis, ah, je suis content, on va avoir il y aura des challenges. Bon, là, j'ai une visio, je sais pas, moi, demain à 9 heures, j'ai pas envie de la faire parce que je sais que ça va être un dossier chiant, mais on va quand même la faire. On va avoir des challenges et des défis, et que, ouais, ce soit une vie impactante, quoi. Est-ce que tu as une question, Stéphane? Tu veux que je fasse ça? Euh,
Ouais, j'étais en train de réfléchir en même temps que tu parlais, Joris. Et, euh, et j'entends beaucoup dans ton discours de il faut, on doit, un peu comme des injonctions, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ça te vient d'où cette manière d'exprimer, tu vois, les choses avec les il faut, les on doit, avec ces injonctions justement qui sont pas, ou justement, moi, tu vois, par exemple, j'accompagne les gens à essayer de sortir des injonctions et de faire un peu plus comme ils ont envie. Et tu vois, toi, tu t'es dans le il faut, je dois, et justement, ça devient d'où ça? Ces injonctions de il faut faire du sport, alors que les gens n'ont peut-être pas, même s'il y a les bienfaits derrière, et ça, on le nie pas, enfin, il vaut mieux manger correctement, ça, il y a des bienfaits, on le nie pas. Mais, euh, mais j'ai l'impression que parfois, dans ce discours et des injonctions, pas toi hein, précisément, mais dans ce discours des injonctions, j'ai l'impression qu'on met les gens dans des cases avec une manière pensée un peu binaire de ça c'est bien, ça c'est pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Je te remercie, Stéphane, pour ce que tu dis. Euh, Tu as raison. En fait, euh, il y a deux choses. Un, il y a le biais du coaching. C'est-à-dire, en coaching, pardon, une fois que tu veux faire un passage à l'action, une fois que tu veux faire des changements, je te donne vraiment un exemple tout simple et tout concret. Pour qu'il y ait ce changement-là, le plus rapidement, le plus efficacement possible, pour ton cerveau, il lui faut des ordres clairs et précis. Un exemple tout simple. J'ai une addiction. OK. Euh, on va essayer d'arrêter ton addiction en quelque temps, tranquillement et simplement. Ça peut marcher, hein. Je ne sais pas que ça va pas marcher, hein. Ton cerveau, cependant, va l'enregistrer en mode il faudrait. Ce qui veut dire que ta puissance cérébrale et tous les schémas liés à cette addiction-là, pour l'exemple de l'addiction, vont être enregistrés en mode il faudrait. Deuxième exemple, avec un scénario B. J'ai cette addiction, je me donne un mois pour en sortir. Il n'y a plus de négociation. Ton cerveau va être à 100%. Et donc là, évidemment, ça va être le schmilblick. Mais du coup, c'est une totale façon de voir le problème. C'est comme par exemple, bah, écoute, Joris, moi j'ai mon activité, elle fonctionne super bien. Par contre, je suis vraiment fatigué. Ok, on va essayer de faire en sorte que tu ne seras pas fatigué. Option. Et comme tu as dit, on va le faire ensemble, de toute façon, c'est normal. Ok, tu es fatigué, on se donne X temps pour que tu sois plus fatigué. Il n'y a plus le choix. Ce qui fait que tu vas travailler différemment. Mais je suis 100% d'accord avec toi sur le fait que euh, le plus important de toute façon, c'est pas les injonctions, parce que ça, de toute façon, c'est pas quelque chose qui marche si la personne en face n'est pas prête à la recevoir. Moi, comment je travaille, c'est toujours en 100% collaboration. Donc, par exemple, imagine que toi, Stéphane, imagine que tu es mon client. Il me dit, moi, Joris, j'aime beaucoup, parce que tu es incroyable comme coach, je te dis merci. Et après, tu me dis, par contre, des fois, tu me dis des injonctions et tout, mais du coup, je ne sais pas trop comment le prendre parce que moi, je dis, OK, il n'y a pas de souci. Dis-moi, toi, ce qui serait plus à l'aise avec toi. Parce que ce qui compte pour moi, c'est toi. C'est... Donc, si en effet, l'injonction est entre guillemets qui va trop rentrer en conflit, je sais que derrière toi, ton cerveau, il va créer un barrage. Et moi, c'est pas ce que j'ai envie. Moi, j'ai envie qu'on y va à fond. Donc, en effet, en fonction de la réceptivité, en effet, on va devoir y aller différemment. Mais c'est vrai qu'à un certain moment, par exemple, pour casser une croyance limitante, pour casser quelque chose, tu vois, encore une fois, pour des exemples, s'il y a des personnes qui ont, je sais pas moi, sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, eu un problème, les méthodes des fois plus douces peuvent mettre plus de temps et surtout peuvent ne pas marcher. Et moi, mon but, c'est vraiment que ça marche. Donc, c'est vrai qu'à des moments, euh, c'est plus lié en méthodologie de coaching de dire, OK, on va aller un peu dur, on va aller un peu sec, mais comme ça, je sais que ça va être cassé, tu vois. Et donc, je comprends tout à fait ce que tu dis. C'est pour ça que c'est très important, en effet, qu'on ait ces échanges-là, parce que tu peux avoir, en effet, des personnes qui peuvent dire, comme tu dis, attends, ils donnent un peu des ordres et tout, machin, et tout. Et tu as raison. Mais ça va vraiment dépendre de l'objectif et de la finalité. C'est vrai que quand tu es habitué à parler comme ça, par exemple, à ton cerveau et tout, tu lui donnes la direction. Encore une fois, pour un exemple, on m'en joue à midi ou on m'en joue ce soir. Bah, je sais pas, comme vous voulez, les gars, tu vois, on s'en fout. On m'en joue à midi, on m'en joue ce soir. Bah, moi, je veux manger le restaurant chinois. Ok. GPS, Google Maps, restaurant chinois. Donc, ça va vraiment être un petit peu ces petites différences. Donc, c'est pas bien méchant, mais c'est bien que tu l'aies évoqué parce que oui, en fonction du coaching ou pas, ça va avoir un impact pour le coup
très, 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 très significatif. Mmh. Ouais, il y a ça, il y a la partie aussi, même admettons ce que tu disais, une personne, si on reprend l'exemple de l'addiction, il faut que dans un mois j'ai plus d'addiction. Le il faut va sonner comme une obligation. Et on sait très bien que le cerveau, s'il y a une obligation aussi, il peut freiner. Alors que si on part d'un désir et d'une volonté, le cerveau sera aussi peut-être beaucoup plus coopératif d'un côté. C'est pour ça, se mettre un objectif de temps, c'est une chose, mais que la personne ait profondément envie et que ce soit aligné avec ses valeurs, je trouve ça encore plus important et plus essentiel, même si ça met plus de temps, tu vois. Et c'est vrai que moi, dans ma position en tant que coach, je ne vais pas plus vite que ce que veut le client. Je m'adapte à son rythme aussi. S'il a besoin de plus de séances, enfin, en tout cas de plus de temps, et ben ça prendra plus de temps, tu vois. Parce que je me dis, si on casse vite, il faut que ça avance ou on a besoin que ça aille vite pour casser quelque chose de manière sèche, bah ça peut venir créer derrière une frustration et un nouveau blocage, peut-être encore plus profond ou pas, on sait pas. Mais c'est dans le sens où en tant que coach, tu vois, dans la posture que moi, enfin, que j'imagine et que j'ai, c'est je sais pas ce qui est le mieux pour le client. Tu vois, je me prétends pas savoir ce qui est le mieux pour lui. Donc, tu vois, c'est pour ça, j'entends ta vision, mais je suis pas complètement en accord non plus avec la manière dont tu présentes les choses. Mais après, effectivement, on est différents coachs, comme tu disais tout à l'heure, on est plein de coachs, il y a plein de méthodes différentes et chacun trouvera les clients et les personnes à accompagner en fonction de notre énergie et de comment ça résonne avec chacun, hein. Ça, pour le coup, il n'y a pas. Et je pense pas qu'il y ait une bonne ou une mauvaise méthode de faire. Il y a plein de méthodes différentes. Bah, encore une fois, je suis d'accord avec toi, hein. De toute façon, le client, ça va être évidemment pas le client roi, mais le client qui va exposer ben, qui il est, comment il est, etc. C'est pour ça que moi, par exemple, dans mes coachings, il n'y a pas deux coachings qui se ressemblent. Hmm. Il n'y a pas deux coachings qui se ressemblent. Parce que j'ai des clients de femmes, j'ai des clients de femmes qui ont 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, des mariés, des divorcés, avec enfants, sans enfants, qui ont différentes problématiques, tu vois, des entrepreneurs investisseurs, qui investissent un petit peu, beaucoup, etc. Donc, tout ça, c'est différents profils psychologiques, différentes personnalités, différentes, différents humains. Donc évidemment, je sais moi aussi faire le rôle de coach, c'est-à-dire de moduler. Ok, on va augmenter l'intensité. Ok, on va diminuer l'intensité. Il y a des moments, le coaché ou la coachée n'a pas besoin que je sois justement, comme tu disais, dans l'injonction et tout. On aura besoin d'un moment un peu plus doux, un peu plus calme, parce qu'on va devoir revoir d'autres choses. Donc ça, évidemment, ça c'est mon rôle en tant que coach, d'adapter. Après, c'est vrai qu'à certains moments, il faut en fait comme m'a dit une cliente et me disent certaines clientes, Joris, j'aime bien quand tu me donnes le coup de pied au cul. Tu sais, Hmm. c'est quand vraiment, papa, on y va. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un procrastine, est-ce qu'il sait ce qu'il doit faire ou est-ce qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire? Moi, je pense qu'il peut y avoir les deux, pour le coup. Une Alors, part de en lui qui veut. procrastination, normalement, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il doit faire, mais qui ne le fait pas. Un exemple très simple, je sais pas, moi, je dois rédiger un rapport de 15 pages sur X sujet, tu vois, les neurosciences et les performances, les neurosciences et le sport, ou je dois compléter un document sur deux clients. Donc, je sais ce que je dois faire. C'est pas un truc que je sais pas. Je vais pas le faire, je vais regarder une série ou je vais être sur mon phone, sur les réseaux. Donc, la procrastination, elle vient de là. On sait qu'on a une tâche, on la qualifie un peu de chiante, on la fait pas. Et ça nous arrive à tous, à des moments divers dans la journée et tout, et pour plein d'objectifs. Comment casser ça? Parce qu'on sait ce qu'on doit faire. Bah, c'est qu'à un moment donné, on retrousse les manches et on le fait. C'est aussi simple que ça. Et c'est vrai que pour faire justement l'analogie et la comparaison, à des moments pareils, bah, je comprends pas, Victor, tu m'as dit, je veux faire un événement en ligne, par exemple, dimanche à 17h, et tu es en train de me dire que pour l'instant, tu n'as pas encore fait ce qu'on avait dit qu'on devait faire. Bah, Victor, ça va être simple. Pour les 48 prochaines heures, je veux que tu fasses exactement ce qu'on a dit, et tu me l'envoies. Donc là, oui, tu vas dire, ah, Joris, il a établi l'injonction. Absolument. Et je l'assume et je le valide. Parce que comme ça, 48 heures plus tard, Victor va m'envoyer. Ah, évidemment, Victor, c'est un nom X. J'ai fait exprès de ne pas mettre un client dedans, tu vois. Merci, Joris.
Maintenant, c'est bon, je l'ai fait, j'ai rattrapé le retard et on y est. Parce que tu sais, c'est un peu ce qu'on appelle les deadlines. Donc, je suis 100% d'accord avec toi sur le fait qu'on peut rajouter du temps. Mais à des moments, par exemple, quand tu bosses avec une entreprise, moi, Joris, je te prends, je t'engage parce que je veux que à la fin de X mois, ça se soit fait. Donc, évidemment, on peut décaler, on peut toujours s'arranger. Mais à des moments, en effet, il va falloir prendre le levier de vitesse et passer la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Surtout s'il y a des retards, surtout si ça n'a pas été fait, etc. Parce qu'en en soi, la meilleure chose, c'est, bah écoute, tu fais comme tu veux, tu sais ce que tu dois faire, puis tu m'envoies un message quand c'est fini, tu vois. Ça, c'est le must. Et comme ça, c'est fait. Mais en général, quand les clients viennent chez moi, par exemple, tout type de client, c'est parce que les choses n'ont pas été faites ou pas aussi bien. Tu vois, c'est parce que justement, ça stagne, ça procrastine, ça n'avance pas. Parce que, entre guillemets, si tout va bien à tous les niveaux, en général, on vient pas me voir, tu vois. J'ai pas encore eu l'honneur d'avoir un client comme ça. J'espère que j'en aurai un bientôt d'ailleurs. Mais pour l'instant, c'est surtout des personnes qui, bah voilà, ça coince. Voilà, je bloque. Voilà, j'ai atteint mon plafond de verre. J'ai besoin de toi pour me bouger. Et justement, c'est aussi ce que les personnes cherchent. Donc, tu as raison que j'ai, je pense, un petit peu ce petit biais, mais je suis très complaisant, je te rassure, sur ce point aussi. Alors après, je pense qu'il y a tant de coachs, effectivement, c'est ce qu'on disait, chacun est unique et il y a des colorations très différentes, c'est ce qui est bien, parce qu'effectivement, au-delà du programme, hein, c'est ce que tu disais, Joris, hein, les personnes elles choisissent aussi une énergie, une personne, une fonction du besoin, et effectivement, on peut avoir besoin des fois d'avoir quelque chose qui nous bouscule un peu plus, et ou à l'inverse, des besoins d'avoir quelque chose qui nous bouscule moins. Donc, c'est au-delà du fait aussi d'être intelligent en séance, et comme tu disais, d'adapter en fonction du besoin du client. C'est vrai on dégage quelque chose qui attire aussi les clients, enfin, comme on disait, qu'on mérite, par exemple. C'est assez marrant d'ailleurs, les clients qu'on attire, souvent il n'y a pas de hasard. Donc, je pense qu'il faut effectivement un peu pour tout le monde, et c'est ce que je souhaite, comme ça il y a du choix. Mm. Euh, on arrive à la fin de l'interview. On va passer aux questions. Aux 6 questions que Joris nous a préparées. Pour rappel, c'est un petit peu le travail qu'on demande à notre invité, c'est de nous poser quelques questions. On en choisit 2 au hasard sur les 6. Euh, Est-ce que Stéphane, tu veux commencer? Ouais, je vais démarrer et je vais prendre la question numéro un. Alors, on est d'accord, moi j'ai 6 questions là de prête. Hein. Oui, oui, c'est ça. Oui, ouais. En Ok. fait, et en fait, sur Ah les oui, six, donc tu l'as pas lu, mais du coup, ok, parfait, nickel. non, Allez, non, en on fait, fait sur ça. les 6 questions, c'est toi qui les as préparées, on les tire au hasard C'est et on en ça, tire deux ok, bah, chaque, j'aime beaucoup. et on en tire deux J'aime chacun. beaucoup. Alors, ça va être sur le plafond de verre. Ok. Je vais juste le mettre là, comme ça. Voilà, c'est parfait. Alors, quel est le plus gros plafond de verre, donc ou blocage mental, que vous avez dû explorer personnellement pour amener votre podcast, votre business, au niveau où il est aujourd'hui? Donc, le plafond de verre, quel est lequel que vous avez dû voilà, casser pour amener votre podcast aujourd'hui? Est-ce qu'au début, vous vous êtes dit, je sais pas, moi, je n'y arriverai pas, comment lancer un podcast et tout. En gros, voilà. Je t'avoue que sur le podcast, on s'est pas vraiment posé de questions. On l'a Ok. fait plutôt de manière naturelle. Ouais, on a fait des ajustements en cours de route, mais le podcast plutôt naturel, mais plutôt sur l'aspect plus entrepreneurial de mon côté. Euh, le plafond de verre, pas vraiment un plafond de verre, mais plutôt une croyance que j'avais, c'était sur le fait de faire ce que les autres faisaient. Tu vois, de copier un peu ce que les autres faisaient et de pas faire comme moi j'avais envie de faire. Et là, c'est quelque chose que j'ai cassé depuis 2-3 mois maintenant, depuis ouais, février. Et je vois que faire comme j'ai envie de faire et non pas comme je peux voir à droite ou à gauche, ou en tout cas copier les techniques des autres, bah ça commence déjà à porter leurs fruits en fait, tu vois, beaucoup plus rapidement que ce que je faisais avant. Donc, tu vois, le plafond de verre croyance que j'avais, c'était ça. Ah bah merci. Du coup, moi, j'ai tiré une autre question. Je vais prendre la numéro 2, s'il te plaît. La 2, ok, parfait. Alors, question de neurostratégie et focus. Alors, si on vous forçait demain à obtenir exactement les mêmes résultats, mais en travaillant 2 fois moins de temps, quelle est la première action inutile que vous supprimeriez de votre quotidien? Intéressante, cette question. Alors ça parlera à beaucoup de gens qui sont dans l'entrepreneuriat. Souvent, il y a beaucoup d'actions inutiles. Quelle est l'action inutile?
C'est intéressant parce que c'est-à-dire que si je la trouve inutile, je peux après le podcast limite la supprimer. Ah ouais, c'est ça. En fait, c'est des questions basées sur aussi mes méthodes de coaching. Donc, comme ça, tu vois, je Ouais, vous donne un peu des tips et en même temps, je te permets de supprimer la chose inutile. Donc, voilà. Donc là, tu es sûr complètement. que tu vas supprimer quelque chose. Donc, vas-y, tu veux supprimer quoi? Euh, Ah, c'est pas évident comme question. C'est vrai que ça demande un peu de se poser. Je pense que, à mon avis, c'est ce qui pourrait être supprimé, c'est la dispersion, notamment, je prends l'exemple du scrolling sur LinkedIn, où tu te dis, allez, je vais regarder, puis en fait, tu te rends compte que tu as passé une heure, une demi-heure ou une heure. Bon, tu commentes, tu likes pour te dire, bon, potentiellement, j'ai un peu de visibilité, ça me permet de voir aussi les nouveautés. Mais je pense que c'est des choses ouais, qui seraient faites de façon plus stratégique, ça aurait plus de sens. Donc peut-être ouais, de supprimer ça, le scrolling sans intention. Voilà, c'est ce que je veux dire. Le scrolling n'est pas mauvais, mais sans l'intention de se dire, OK, si j'y vais, je passe 15 minutes, je vais faire tel poste ou je vais, tu vois, faire ça pour trouver une inspiration, trouver des clients, etc. Donc je pense que ça pourrait être ça. Ah ben, merci. C'est quelque chose de bien, tu as raison, parce que dans cette tâche que tu as dit, on voit le chronophage, c'est pour ça que où tu gagnes justement dans la question, c'est un questionnaire aussi que je peux poser à mes clients, c'est avec ça, tu as parlé, je reste 5 minutes, finalement ça fait 1 heure. Et peut-être, comme tu l'as Mm. dit, sur les 1 heure, il y aura peut-être juste 30 minutes qui vont être vraiment avantageuses pour toi. Et puis les 30 minutes, tu aurais pu faire un autre podcast ou autre chose. Mm. Donc, surtout si tu fais ça tous les jours, à la fin de la semaine, ça fait 7 heures. Donc, tu Mm. vois, Complètement. Euh, je vais prendre la question numéro 5. Allez. allez, c'est parti. Alors, la question numéro 5. Ok, la question environnement, c'est parti. Dans l'entrepreneuriat, on dit souvent que le confort est l'ennemi de la croissance. Comment faites-vous, en tant que duo équipe, pour continuer à créer de la friction et ne pas vous reposer sur vos lauriers? C'est une bonne question. Euh, Merci. je dirais, moi, la chose que je suis en train de mettre en place, c'est rentrer dans plein de réseaux d'entrepreneurs. Tu vois. Faire des rencontres. Là, tu vois, le week-end dernier, j'ai fait un salon du bien-être dans une galerie marchande d'un centre commercial. Ok. Donc autant dire que c'est pas forcément le lieu le plus propice pour capter des potentielles personnes qui viennent à la base juste se balader. Mhm. Mais c'est intéressant, tu vois, comme sortie de zone de confort pour apprendre, pour essayer de discuter. J'ai mis ça à profit, je suis allé voir beaucoup de commerçants de la galerie marchande où je me suis présenté, j'ai donné ma carte de visite, j'ai récolté des Insta ou des LinkedIn. Après, c'est des gens avec qui je vais pouvoir continuer éventuellement à parler. Mais ouais, rentrer dans des réseaux d'entrepreneurs et discuter avec des nouvelles personnes pour déjà avant tout créer de la relation humaine. Et puis après, si business il y a, c'est cool, s'il n'y a pas en soi, c'est cool aussi. Mais c'est ça en fait. Moi, en tout cas, ce que je mets en place pour pas rester, pour toujours créer cette friction, quelque chose de nouveau en tout cas. Ah bah, c'est bien, en plus, tu sors de la zone de confort, donc c'est parfait là. Ouais, ouais, tu vois, j'aime pas trop ce truc de sortir de la zone de confort, je préfère plutôt dire je l'élargis en fait. Parce que sortir, en tout cas dans mon modèle du monde, Euh, c'est sortir d'un truc qui me parle pas pour aller faire, enfin, sortir d'un truc qui me parle pour aller faire quelque chose qui me parle pas. Alors que aller parler aux gens, ça me parle, c'est juste que je suis pas forcément à l'aise à le faire. Donc, c'est vraiment, j'élargis, je fais quelque chose qui me plaît, mais tout en étant dans une situation inconfortable. Tu vois, moi, c'est plus comme ça que je l'imagine. Bah, c'est intéressant parce que je vois que il y a des différences et c'est normal de perception sur les choses, mais la finalité est la même. Et je vois ce que tu veux dire. De toute façon, le plus important, bah, c'est que tu l'as mis en place, du coup, que tu as commencé à le mettre en place. Et c'est ça surtout qui joue, c'est que voilà, ça te permet justement de vous challenger, quoi. Complètement. Et moi, je vais choisir la question numéro 6. La numéro 6. Alors, la numéro 6. La numéro 6. Ok. La question méta. C'est parfait. Alors, avec toutes les personnes que vous avez eues pardon, avec toutes les personnes que vous avez vues évoluer, donc ou interviewer, quel est selon vous le point commun numéro un de ceux qui abandonnent avant de réussir? Euh, Assez spontanément, je dirais que c'est peut-être l'action.
Il y a plein de gens très, très talentueux. Je pense qu'on est tous très talentueux. Et pour être quelqu'un qui est aussi beaucoup dans le mental, je sais qu'à un moment donné, le mental c'est bien, mais s'il n'y a pas d'action, voilà. Tu es une bibliothèque. C'est comme ça que je. Non, voilà, non, mais c'est vrai, c'est ce côté où C'est ça. euh, je prends différents exemples de ma vie. C'est vrai que j'aime bien quand même comprendre les choses en amont, mais c'est important d'être dans l'action parce que effectivement, tu as un niveau de compréhension, de confiance en soi, de choses comme ça qui se met en place que par l'action et pas simplement par la réflexion. Et je dirais que tous les gens qui sont, pour la plupart, clients ou interviewés, qui sont talentueux, ou ils ont un projet vraiment de cœur, enfin voilà, c'est quelque chose qui les anime. Ce qui va manquer, c'est effectivement, c'est de l'action. Et parfois, ça peut être lié à des peurs, des choses comme ça, mais je pense que c'est ce qui fait que les gens abandonnent ou repoussent. Des fois, ils abandonnent pas, mais ils repoussent un peu enfin, très, 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 très longtemps. Parce que pour moi, il manque ce côté, allez, je sors de ma zone de confort ou j'agrandis ma zone de confort, mais il y a ce côté d'action qui n'y est pas. Non, mais je te rejoins à 100% Thomas, puisque, alors, deux choses. Un, mon programme, notamment, il s'intitule, ou une de mes méthodologies, ma méthodologie CRA, clarté, recablage, action. Et donc l'action est essentielle. Et en général, les gens, quand ils viennent me voir en séance ou quand ils viennent me voir en accompagnement, c'est justement pour cette dose d'action. Et puis au passage, toujours une fois pour finir, l'action, c'est ce qui va avoir le plus d'impact quand on revient sur la plasticité cérébrale. C'est les pensées, j'adore, la visualisation, j'adore, je fais, mais rien n'a plus d'impact que l'action. Rien de chez rien. Donc évidemment, plus tu vas le mettre en place, et plus ça va aller. Donc à 100% d'accord, et ça me choque pas d'ailleurs pour les invités. Ouais, c'est vrai que c'est un peu le maître mot enfin, de tout coach, hein. C'est la mise en action du client à la fin de la séance, hein. C'est l'objectif quand même in fine. Et effectivement, tu te rends compte que même, moi ça m'est arrivé sur différents aspects, surtout quand c'est de la nouveauté où tu peux travailler quelque chose. Je prends l'exemple, moi je fais des interventions dans des écoles sur certains sujets. Tu peux le travailler, dire, tiens, j'ai fait une belle présentation, voilà, ça me parle, etc. Mais sur le jour J, le groupe est différent. Tu te rends compte que bah, finalement, c'est peut-être pas comme ça que ça serait fait. Et donc en fait, l'apprentissage vient plus sur ce que tu récoltes directement sur place que si j'étais resté 6 mois de plus à me dire, tiens, je vais apprendre la méthode d'enseignement, etc. Je pense que c'est important d'avoir une base, mais effectivement, plus tu es dans l'action et plus proche de tout ça, plus c'est facile de réajuster, d'avoir quelque chose qui est bah, pour les perfectionnistes, qui serait parfait. Voilà. Je trouve que c'est ce qui manque d'ailleurs pour les Bah, perfectionnistes souvent. Mm. bah, c'est ça, en toute petite vitesse pour parler un peu vite fait. Tu sais, c'est la différence de mentalité entre mindset business France, mindset business États-Unis, en mode cliché. Tu sais, le cliché un peu, c'est bah, en France, tu fais de belles études et puis ensuite tu lances ta startup et tout. Elle se casse la gueule une fois, bon ben c'est chaud, t'es un peu blacklisté. Aux États-Unis, études ou pas études, tu peux lancer ta startup 5 ou 6 fois, échouer ou pas échouer. On va valoriser le fait que tu sois passé à l'action justement et tu vas être financé beaucoup plus. En France, ah ouais, t'as planté 2 startups. Ouais, 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 écoute, ouais, c'est sympa, mais tu vois, on va te rappeler. Alors qu'au State, ils ont beaucoup plus de startups, beaucoup plus valorisées. Le PIB mondial numéro 1 depuis des décennies. Et tu vois, ça veut dire que ce type de mentalité-là, ben, des entreprises en fait qui ont cartonné au State n'auraient pas pu cartonner en France. Parce que tu vois, si elles ont ici au State, elles ont le droit à la seconde chance, troisième chance, quatrième chance, cinquième chance, etc. Alors qu'en France, ben, on sait que c'est mort assez rapidement. Ça change, ça évolue, on est content. Il y a Station F, Xavier Niel qui fait un super boulot. Il y a plein de startups en France incroyables. Mais c'est vrai que c'est un peu une différence de mentalité pour le coup en France avec le parcours un petit peu excellence académique, polytechnique, tu sais, les grandes écoles, comme on dit. On sait qu'il y a des fois un parcours un peu tracé qui fait que quand tu sors pas de ce parcours-là, bah, ça va être un peu plus compliqué. Alors qu'au State, il y a moins ça, et en tout cas, l'action est beaucoup, beaucoup plus valorisée. C'est simple, hein, la marque qui valorise ça et que tout le monde connaît, c'est Just Do It, Mm. Nike. Ah oui, j'avais même entendu que certaines banques prêtaient davantage quand la personne s'était plantée parce que pour elle, les banques, c'était qu'il a appris des choses et donc il va comprendre pour évoluer. Donc c'est marrant parce qu'effectivement, nous, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire, plus une fois tu te plantes, plus après c'est mort, t'es fiché et puis c'est finito, quoi. C'est ça. C'est vraiment, et ça, c'est intéressant juste sur le point que, tu vois, c'est une différence de mentalité. C'est pas une différence technique. En fait, les banques, elles peuvent prêter. Il y a de l'argent aussi en France et en Europe, tu vois.
Bernard Arnault, tu vois, il n'est pas pauvre. Donc, tu vois, il y a plein de gens qui ont beaucoup, beaucoup de sous. Et il y a des fonds, etc. Puis il y a des banques, il y a des très, très grosses banques. L'Europe et la France, c'est un pays, et une région du monde fascinante. C'est après les États-Unis, c'est la deuxième zone géographique la plus riche au monde. Donc, il y a de l'argent. C'est pas un problème d'argent. Par contre, c'est une différence de mentalité, tu vois. Et donc, c'est pour ça que ce côté mindset-là, ben voilà, c'est ce qui va faire que forcément, j'ai envie de te dire, tu auras plus de startups qui vont être créées et soutenues, développées au State. Hmm. Enfin, en tout cas, comme tu dis, on sent cette différence de mentalité, pas qu'en France, enfin, je dirais c'est plus européen et vraiment américain. Et encore, quoique les Anglais ont une mentalité plus américaine, comme ils sont anglo-saxons, qu'européens. Mais je te rejoins là-dessus. Merci beaucoup, Joris, pour ton temps et cet épisode. Pensez à liker, partager, commenter, noter aussi sur Spotify. Vous pourrez retrouver Joris du coup sur LinkedIn et je vous mettrai tous ces liens dans la description de la vidéo sur YouTube et de l'épisode sur Spotify. Merci Thomas, merci Joris. Je vous souhaite à tous les deux une belle journée. Merci Stéphane, merci Thomas, merci beaucoup pour l'invitation. Allez liker la vidéo, regardez les autres vidéos, ils font un super boulot et ça m'a fait très plaisir. On se revoit bientôt. À Merci. toutes. Bon après-midi à tout le monde. Merci, Joris. Merci à vous.